Je suis un mec du Sud. Je suis un mec du Sud. En tout cas, merci pour le brushing. Hein. Non, mais là, les gens, putain, même moi, les gens, ils vont rien. Ils sont partis se battre avec. Ouais, exactement. Là, ils ont fait la guerre. Contre le vent. Ils ont fait la guerre C'est juste contre le vent. Ils ont évité la pluie à 30 secondes, accessoirement. C'est clair. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e épisode du podcast En pleine trajectoire. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, déjà 12 épisodes. Aujourd'hui, nouvel épisode à Brest. Je sors d'1 heure de route et je vous avoue que je suis un peu déçu parce que je suis parti de Concarneau, il faisait super beau, j'avais grand soleil et je me suis dit que ça allait être génial pour les photos que je dois faire en fin d'épisode. Sauf que j'arrive à Brest et il pleut. Voilà, alors je dois vous admettre aussi que je ne suis pas surpris, mais quand même un peu déçu. Ça aussi, je dois le dire. En pleine trajectoire, c'est quoi? C'est un podcast avec des jeunes pour des jeunes, où l'idée, c'est de raconter des parcours, des histoires, en évoquant les doutes, les échecs, mais aussi les réussites, les rêves, les victoires que ces jeunes ont réussi à accomplir. Donc on parle de tous les sujets qui nous touchent, nous les jeunes, et bien d'autres personnes d'ailleurs. Je suis dans les rues de Brest, donc j'arrive récupérer l'invité dans quelques minutes. Ça va être un super épisode, comme d'habitude. J'espère surtout qu'il va faire beau parce que la séance photo, je l'ai prévue vraiment dans un lieu qui est assez unique, un lieu qui est vraiment un lieu d'exception en fait. Enfin normalement, j'y suis jamais allé encore et du coup j'aimerais bien qu'il fasse beau, si possible, pour qu'on puisse aller prendre des photos à cet endroit-là. Donc on se retrouve tout de suite avec l'invité assis à côté de moi. Je suis gentille, je te voyais pas, je me suis dit je pense pas qu'il soit allé au bon endroit. Si. On est bien. Je suis quelques gouttes en arrivant, je me dis non, pas à Brest. Pas à Brest. J'étais Concarneau, c'était super beau. C'est vrai? Ouais, grand soleil et tout. Je te mentir, je suis passée pas loin ce matin, il faisait pas si beau que ça. Hein. À Concarneau? Ah non, je suis pas passée à côté de Concarneau, je faisais des bêtises. Je suis passée sur la côte nord en fait. Je confonds. Okay. Ah oui, non. Je faisais des bêtises. Je suis un mec du Sud. Je suis un mec du Sud. Première question habituelle du podcast. Il va falloir faire appel à ta mémoire, c'est de dire aux gens depuis quand, où et comment on se connaît. Ah, bonne question. Il me semble que c'était Concarneau by Night. Si je te dis pas de bêtises. Ouais, en vrai, ça doit être ça. Moi, je pense que c'est ça. Du coup, un festival qui était organisé par Mathias, avec qui je faisais de la musique, que j'avais rencontré un peu avant lors d'un tremplin de musique dans lequel moi je chantais, lui il composait de la musique et en fait comme il était dans l'orga de ce festival-là et toi aussi avec Concrider, c'est ça? C'est ça. Et ben du coup c'est comme ça qu'on a été amenés à se rencontrer. Donc alors c'était quand je pense que je devais être en 3e, un truc comme ça, donc peut-être 2000. Toi en 3e? Ouais, je crois. Ah non, c'était plus loin que ça. Non, 2014, j'ai commencé en 2014 justement, je crois, ou 2013. Et non, ça devait être un peu plus tard quand même. Je pense qu'on s'est rencontrés 2016-2017. Un truc comme ça. C'est... Non, c'est pas probable. C'est impossible que ce soit aussi tard. Ah, 2015 alors. Quoique. T'as chanté sur scène en quelle année avec eux? Je me souviens d'une année où t'as chanté sur scène avec eux. Non, mais en fait, je crois que t'as raison, c'était 2016. Ah, c'est ça alors. Je crois que c'était en 2016 parce que je venais d'avoir mon permis. Ah, c'est possible. Ah, exactement. Je crois que c'était en 2016. Donc, c'est pas hier. Non, c'est quand même il y a 9 ans. Ouais, c'est clair. Trop bien. J'ai fait un épisode avec Mathias. Ouais. Ça explique une partie. J'ai fait un épisode avec Adrien, Gauthier, Damien qui ont fait partie de l'aventure Concriders dont tu parlais aussi, donc ils en parlent. J'ai même invité un artiste qui est venu aussi à Concarneau by Night, l'épisode juste d'avant toi. Donc globalement, l'épisode Concarneau by Night a été tracé de A à Z maintenant. J'ai épuisé le concept là, je crois. Sans faire exprès, mais je l'ai épuisé là. Mais trop bien. Maintenant, il faut que tu te présentes. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, comment tu t'appelles, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, enfin comme tu veux. Je m'appelle Léna Tran, du coup je viens d'avoir 27 ans. Je dis je viens d'avoir parce que plus je me rapproche des 30 ans et plus ça pique. Ouais, donc j'aime bien. Tu te rapproches de l'âge moins. Exactement. Et je suis un couteau suisse. Je suis chef d'entreprise, mais je trouve que mon métier c'est bien plus que ça. En fait, je saisis des opportunités. C'est ce que j'aime bien dire en règle générale. Okay. En l'occurrence, j'ai monté un resto, un institut, un bar à ongles. J'ai aussi eu d'autres projets entrepreneuriaux avant. Et puis je fais de l'investissement immobilier. Et depuis quelques mois, j'enseigne en études supérieures aussi. Ok, c'est tout.
C'est tout, écoute, c'est tout. Il y a aussi plein de projets à venir, mais bon, du moment que c'est pas fait, je vais pas me porter l'œil. Ouais, c'est clair. Ok, on en reparlera de toute façon de tout ça. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi au Relais-Quéruon, donc là, actuellement, on est à Brest. Moi, c'est la petite ville qui est à côté, collée à la mer. J'ai toujours vécu, enfin, en tout cas, je suis née à Brest, j'ai toujours grandi au Relais. Par contre, je suis partie pendant 4 ans et des bananes à Paris. Ok. J'ai saisi une opportunité pro que j'avais là-bas, en fait, pour te retracer un petit peu. Donc, je faisais de la musique avec les gars, donc Mathis, Yoann et Vincent. Mhm. Et en fait, on était en train de faire une musique qui avait du potentiel. On sentait bien que ça pouvait être hyper passé à la radio, tout ça. Donc, on en a profité, on l'a présenté un petit peu autour de nous. Moi, je l'ai présenté aussi et on m'a demandé de passer un casting pour un rôle de musicienne / modèle photo pour une grande marque qui s'appelle Jennifer, si jamais ça te dit quelque chose, une marque de fringues. Et en fait, voilà, l'idée c'était de créer une campagne. Et en fait, la campagne, c'était 5 nanas qui avaient 5 rôles différentes. Tout était modèle, mais tout avait un petit talent à côté. Donc, tu avais une make-up artiste, une photographe et tu avais une musicienne. Et donc, du coup, il fallait présenter un titre. Donc, moi, j'ai présenté celui-là. Donc, j'ai été retenue. Donc, j'ai signé une campagne avec Jennifer, notamment grâce, du coup, à Depsteam. Du coup, nous, ça allait pouvoir nous servir aussi un petit peu d'opportunité. Donc j'ai fait ça, je suis allée à Paris, je tombe amoureuse de Paris et du coup je suis restée à Paris. Il y a plein de choses à faire à Paris et puis au-delà du fait que la ville est super belle, j'avais envie de bouger, je venais juste d'avoir 19 ans donc j'avais envie de découvrir de voir autre chose que Brest. Exactement. Ouais. Mais je suis revenue parce que tu vois, il y a eu avec le temps, on finit toujours par se revenir un petit peu aux chez soi. racines. Ouais, ça manque. Et puis j'ai vécu le Covid à Paris aussi. Ah oui, ok. Ça n'a pas aidé. Ouais, ça calme. C'était pas. Franchement, ça allait. J'avais de la chance de vivre dans un endroit où il y avait des arbres pas trop loin. Mais t'as envie de revenir aux sources, quoi. Ouais. Donc me revoilà ici et je suis très bien. Je suis très bien où je suis. À Brest. Exactement. Quel type d'élève t'étais à l'école? Ah bah tu vois, je parlais de pluie, retour de la pluie. Hein. Ouais. C'est pas moi. C'est ouais. C'est Brest. C'est Brest. Quel type d'élève t'étais à l'école? Écoute, j'ai 2 réponses à te donner. J'ai été la première de la classe pendant très longtemps. Ok. Pendant très longtemps. J'essayais de pas descendre en dessous de 18 de moyenne. Ah oui. Très sincèrement, très bon sans élève. aucun mérite. Très sincèrement, C'est-à-dire juste un peu de mémoire et beaucoup de chance. Et c'est tout. Et à partir de la première, donc je suis partie en filière scientifique, à partir de la première, la chance ne suffit plus. Et donc du coup, j'étais ennuyée par les cours. Moi, j'avais qu'une envie, c'était d'aller en études sup et de faire des choses un peu plus concrètes. Et là, je suis descendue à, tu divises par 2, hein, je suis descendue à 9 et D. Ah oui, ok. Donc là, on est sur la dernière de la classe. C'est moins bien, c'est moins bien. Ouais, c'est moins bien. J'ai failli redoubler ma première, on a forcé le passage. Moi, j'avais des profs qui me disaient que j'aurais pas mon bac. Donc j'ai été 2 types d'élèves. Ok, trop bien. Et c'était quoi tes passions quand tu étais jeune? Tu as grandi avec quoi autour de l'école? T'en avais déjà ou pas? Tu vois, mon problème, c'est que je commence beaucoup de choses. Et tu verras que du coup, c'est pour ça que je fais un métier qui me correspond très bien. Je commence beaucoup de choses, mais je vais pas forcément au bout des choses. Mais par contre, je me lance. Donc, j'ai fait un peu tous les sports. Franchement, je vais pas commencer à te les lister. En ce moment, mon truc, c'est l'escalade. Je viens de m'acheter un baudrier, là. Ah oui, carrément. Mais à part ça, franchement, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait du tennis, du badminton, de l'équitation. Des fois, je cours, des fois, je nage. Des fois, j'ai envie de faire du tir à l'arc. Enfin, ça a été assez éparse. Par contre, quelque chose que j'ai toujours tenu, c'est la musique. Exactement, ce que j'allais te demander. Ouais, je joue de plusieurs instruments, tu vois, principalement batterie, guitare, piano. Mais le chant, c'est quelque chose que j'aime depuis que je suis toute petite, la danse aussi, enfin tout ce qui s'apparente en fait à la musique. Mais d'une manière générale, tout ce qui nécessite un processus créatif, j'adore. T'as commencé à en parler un peu, t'as parlé école, donc t'as parlé aussi de la filière que t'avais choisie. Donc, tu l'as dit, tu as choisi la filière scientifique, le bac S. Pourquoi tu as choisi ça? Pourquoi j'ai choisi ça? Je pense que déjà dans les mœurs, il y a un truc un peu élitiste du bac S, de toute façon qui n'existe plus, hein, ce bac. Mais, et tant mieux.
Parce que tu vois, je pense qu'à choisir, maintenant, si je devais choisir des options, je choisirais certainement pas des options scientifiques. Ouais. Mais d'usage, on avait tendance à dire que quand on pouvait, il fallait pousser jusque dans la filière S. Moi, en l'occurrence, ça passait si je demandais S, donc j'en ai profité. Je suis partie en filière scientifique. Après. Ça t'a plu quand même, du coup? Ou non? Pas vraiment? Tu vois, autant j'adore les sciences, autant le fait que ce soit spécialisé sciences, je crois que c'était le côté un peu too much. Ok. De toute façon, j'étais pas forcément hyper intéressée par quoi que ce soit. À partir du moment où ça devenait plus assez concret pour moi, au vu de toutes les années d'études qu'on avait derrière nous, tu vois, quand t'arrives, t'as 16 ans, tu fais un peu une crise d'ado, tu te cherches un petit peu, tu sais pas trop ce que t'aimes pas, tu te demandes ce que tu vas faire dans la vie parce que t'approches de la majorité. Moi, j'avais besoin de concret et c'était pas assez concret pour moi. Donc, dans tous les cas, je pense que peu importe dans quelle filière j'aurais été, je me serais ennuyée. Je sais pas pourquoi, ça a été des années. Pour le coup, tu vois, je pense que ça a été les années les plus compliquées de ma vie, surtout la première. Vraiment la première et la terme, mais surtout la première. Parce que j'étais pas, je sais pas, j'étais pas moi-même, j'étais pas dans mon. Je me cherchais vachement. Certainement la crise d'ado, tu vois, comme on a dit, mais on avait beaucoup du sujet de désaccord avec mes parents. J'avais pas beaucoup de liens sociaux derrière. Je savais pas exactement ce que je voulais faire. Le seul truc que je faisais, c'était de la musique. Ok. Je faisais de la musique. Mais ouais, ça a été. Je pense que peu importe ce que j'aurais choisi, ça aurait eu les mêmes conséquences. Aujourd'hui, si je devais choisir des matières, tu vois, je serais peut-être plus partie sur des choses comme les langues, mais du coup, rien à voir. Après, j'adore les sciences, surtout les sciences humaines, tu vois, tout ce qui est sociologie, ça m'intéresse énormément. Le dev perso, ça m'intéresse énormément. Certainement parce que depuis, je suis un peu plus vieille, donc c'est peut-être des sujets qui maintenant m'intéressent un peu plus. Ouais. Mais d'une manière générale, j'aimais bien les sciences. Après, tu vois, je suis pas partie en fac de bio pour autant, quoi. Ouais, ok. Bon, le bac, on l'a compris, du coup, c'était un peu bancal, mais Ouais. tu l'as passé. Ouais. Après, comment t'as fait ton choix de parcours en études supérieures? Moi, je voulais faire des études supérieures, mais en fait, c'est parce qu'on te vend un petit peu les études comme le passage obligatoire pour pouvoir avoir un métier, pour pouvoir gagner ta vie suffisamment pour pas avoir à trop compter. Donc, en fait, tu le fais un petit peu par automatisme. Puis, tu vois, on te demande de t'inscrire à Postbac ou à PB, je sais plus exactement comment ça s'appelait à l'époque. Et du coup, ben, c'est pareil, tu vois, c'est une sorte de cheminement. Tu te fais prendre dans l'engrenage, donc ben, tu t'inscris, tu vois, parce qu'on organise tout pour toi, donc tu le fais. Moi, alors j'avais aucune certitude de où j'allais aller. Okay. Alors aucune, c'est-à-dire que vu qu'il n'y avait rien qui m'intéressait particulièrement, que je n'avais pas de vocation particulière, que je savais pas particulièrement ce que je voulais faire. Tu vois, j'ai des parents qui n'ont pas le bac, qui du coup n'ont pas fait d'études supérieures non plus, donc il n'y a pas tout cet aspect un peu vocation que tu as dans certaines familles. Donc je savais vraiment pas. Moi, tout ce que je me suis dit, c'est j'ai fait une filière S. Qu'est-ce que je peux faire après une filière S? Et donc le choix bizarre, médecine. Aïe, ah ouais. C'est pas du tout un choix par dépit normalement, mais. C'est clair. Et puis pour pas simplifier les choses, je n'ai mis que médecine sur post-bac, quoi. C'était vraiment ça ou rien. T'as été prise? Ouais, j'ai été prise. Je pense qu'avec le recul, tu vois, j'ai choisi ça. Bon, par facilité, parce que la fac, t'as toujours cet aspect un petit peu libre où tu vois, tu fais un peu ce que tu veux, t'y vas pas, t'as pas trop d'obligations. Et je crois que j'avais vraiment besoin de me libérer de certaines obligations. Et aussi parce que j'avais ma professeure principale qui m'avait dit que je n'aurais pas mon bac. Donc, je venais d'avoir mon bac. Alors, je lui concède à pas grand-chose, mais je venais d'avoir mon bac et j'avais envie de prouver que c'était pas une histoire de pas pouvoir, mais une histoire de pas avoir eu envie. Et t'avais le potentiel, c'est juste que t'en avais pas envie. Tu voulais lui montrer que t'étais pas nul. C'est complètement bête comme manière de penser, parce que si j'avais voulu avoir une meilleure note au bac, en soi, j'aurais pu me donner les possibilités. En dev perso, un truc qui est hyper important, c'est de se dire que de toute façon, ce qui t'arrive, c'est en grande partie de ton fait. C'est les conséquences de tes actes, de tes non-actes. Donc, de toute façon, cette pauvre prof, c'était pas de sa faute si j'avais eu le bac à quelque chose près.
Mais je sais pas, j'avais envie de me prouver des choses à moi-même, à elle. Donc je m'étais dit, je vais prendre la filière la plus compliquée, ce qui paraissait logique en plus après une filière S. Et je vais prouver à tout le monde que je suis capable de l'avoir et que je suis pas si bête que ça. Bon, je laisse le suspense. J'ai une deuxième séquence dans ce podcast. C'est des questions courtes pour des réponses rapides. Ok. Je te rassure, souvent, il y a quand même des cuts parce qu'il y a des petits moments de réflexion. Mais écoute, tu fais de ton mieux. T'es prête? Vas-y. Ton moment ou ton endroit préféré pour réfléchir? La mer. Une chanson que tu pourrais écouter en boucle. En tant que chanteuse, il y a une petite pression. N'importe quoi d'Aya Nakamura, ce qui te décevra certainement. Si, ok, Aya. Un truc qui te motive le matin? Me lever tôt. Ah, ça te motive de te lever tôt? Ça me motive de me lever tôt. En fait, tu vois toute la journée que tu as devant toi. Ok. C'est paradoxal parce que c'est pas une action en soi, mais réussir à se lever tôt, voir toutes les possibilités que tu as dans la journée, du fait que tu as énormément de temps devant toi, c'est hyper motivant et souvent je suis hyper efficace. Je cale une semaine en une journée quand je me lève tôt et je me couche très tard. Ok. Il est 16h aujourd'hui, on est lundi 3 novembre si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui avant le podcast? As-tu une journée devant toi? Écoute, je suis partie en week-end ce week-end. C'était mon seul week-end de l'année. Ouais. J'en ai très peu, j'en ai voire pas du tout. Donc ce matin, je suis partie du coup je me suis fait une petite retraite de bien-être en thalasso. Donc je suis partie de Perros-Guirec du coup ce matin à 6h pour revenir du coup ici parce que j'ai ouvert un restaurant donc au Boone il n'y a pas très longtemps et en ce moment je fais pas mal de tests sur la cuisine. Donc du coup j'avais de la cuisine à faire ce matin pour faire mes petits tests et puis pour faire un petit peu de réassort. Ok. Pour soulager les filles. Donc ce que j'ai fait c'est que quand je suis arrivée j'ai commencé à préparer du coup ce que j'allais faire en cuisine. Je suis partie ouvrir à l'atelier, donc l'atelier c'est mon autre boîte, donc un bar à ongles. Je suis partie ouvrir du coup aux filles pour qu'elles puissent faire l'ouverture. Donc je suis revenue en cuisine, donc j'ai fait toutes mes prépas. Je suis partie ensuite aider au service parce qu'on s'est fait arracher ce midi. Trop bien. Donc du coup j'ai aidé. Et puis après ça, j'ai une petite galère avec ma voiture. Donc je te parlais du garage du coup tout à l'heure. J'ai eu une petite galère avec ma voiture et du coup je suis partie l'appeler au garage et je me suis empressée d'être à l'heure pour quand toi tu es arrivé. Trop bien, une belle journée déjà alors. Si tu pouvais changer un truc dans le monde, ce serait quoi? C'est une bonne question. Je me disais que tu n'allais pas tout répondre au tac au tac. Alors si tu réponds rien, ça serait une première, je vais te l'admettre. Non, parce qu'il y a plein de choses à changer, mais en même temps, par où commencer? Des sujets importants, je pense que toutes les Miss France te le diront, la paix dans le monde, c'est super. J'aimerais aussi que la condition des femmes change aussi, mais aujourd'hui, c'est un sujet important comme d'autres sujets importants. Je pense que quelque chose duquel on devrait faire une priorité, c'est la santé des gens, ça c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Après, d'une manière générale, je pense qu'il y a tellement de choses à changer que je préférerais même ne pas te donner de réponse plutôt que de t'en donner une qui me paraîtrait aussi importante que 100 autres. Ok, ça marche, je prends. Une appli que tu ouvres tous les jours. Ma to-do list. Un truc que tu aurais aimé apprendre plus tôt. N'importe quoi sur le dev perso. N'importe quoi sur le développement personnel d'une manière générale. Je dirais que quand même, on est toujours à l'origine de tout ce qui nous arrive. C'est important de replacer la responsabilité dans nos actes, nos conséquences. Je pense que ça aide beaucoup à aller de l'avant. Un endroit où tu rêves d'aller. Nulle part. Je suis très bien là où je suis. Brest, alors je sais que ça fait pas rêver, mais avant de rêver de choses qu'on aimerait avoir ou vers lesquelles on aimerait aller, je pense que c'est bien d'apprécier ce qu'on a déjà. Un truc qui t'énerve, mais qui devrait pas t'énerver tant que ça. D'une manière générale, quand je débat avec quelqu'un, je suis un peu têtue. Pour des sujets où des fois je pourrais faire des concessions, mais je sais pas, c'est mon côté un peu... on a tous un côté un peu contradictoire, on vient contredire les gens, mais c'est pas un sujet en particulier, non, il n'y a rien qui m'énerve d'une manière générale, enfin rien en particulier. Ok. Ton rituel avant un moment important. Rien, ou alors répéter s'il y a besoin de répéter. Sinon non, j'essaie de dédramatiser un petit peu, de pas en faire des caisses et de se stresser plus qu'il n'en faut. Ouais, ok, trop bien. Une personne connue ou pas que tu aimerais bien rencontrer? Bill Gates. Bill Gates? Ouais. Ok. Et tu lui dirais quoi à Bill Gates?
qu'est-ce que lui me verrait faire. Tu vois, Ok. je pense que quand tu parles avec quelqu'un, tu décèles déjà certaines choses et je pense que quelqu'un comme lui qui est entrepreneur et qui a eu affaire à de l'humain toute sa vie, peut-être peut déceler des choses chez toi que toi, tu n'as pas décelé. Ok. Et j'ai une dernière question, c'est le truc dont tu es le plus fier jusqu'à présent. Mes entreprises. Tes entreprises. Ouais, mes entreprises. Ok, ça marche. Trop bien. Et ben, on en a fini pour cette partie de questions rapides. Mais du coup, on va reprendre le parcours là où on en était. C'est-à-dire que tu as choisi la fac de médecine. Ouais. Et comment ça se passe, la fac de médecine? J'y ai pas beaucoup été. Ah, carrément. En fait, si tu veux, j'avais la chance d'avoir une copine dont la sœur avait fait médecine juste avant. Ouais. Et en fait, elle avait noté tous les cours. Moi, tout ce que je faisais matin et soir, c'est que j'allais à la BU. Et du coup, je potassais mes cours plutôt que d'écouter quelqu'un parler et ensuite de devoir les assimiler. J'allais directement à l'assimilation. Hein. On optimise comme on peut. Hein. Ok. Donc, tu bossais quand même? Ouais, je bossais. Franchement, pas tant que ça. Très sincèrement, j'arrivais à la BU, il était 11h, je repartais à 16h. Ouais. J'avais un petit taf étudiant le soir en plus, je gardais des enfants et je faisais un peu de devoirs, mais un petit peu. Et ça se finit comment alors? Ça m'a pas trop intéressée. Moi, j'ai décidé que je continuais pas de toute façon, donc je voulais aller sur autre chose. En fait, si tu veux, je me suis dit, j'ai pas de vocation particulière. Je m'étais apaisée aussi par rapport au fait de devoir prouver des choses. Donc, du coup, je réfléchissais surtout à ce que je pouvais faire rapidement. Parce que ça m'a quand même prouvé que aller dans des études qui potentiellement peuvent être longues, comme la médecine, ça m'a montré qu'en fait, je voulais arriver dans le monde du travail assez rapidement. Ok. Et donc, tu fais quoi à l'issue de cette année-là? Je tape métier qui gagne le mieux sa vie sur Google. Top 1, je tombe sur agent immobilier. Donc, me voilà partie pour un BTS. Excellent. Ça s'est Super vraiment chose. fait comme ça. En fait, si tu veux, je suis partie du principe que comme j'avais pas de vocation pour quelque chose en particulier, que j'avais pas un hobby qui pouvait se transformer ou une passion qui pouvait se transformer en un métier, je me suis dit dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? Alors mon leitmotiv à ce moment-là, c'était de me dire si je gagne bien ma vie, au moins je pourrais faire des choses que j'aime bien. Je peux pas faire ces choses-là. J'allais te dire qu'est-ce qui te motive à travers l'argent à ce moment-là, c'est le fait de pouvoir faire d'autres choses. C'est même pas forcément pour te dire j'ai envie de m'acheter une belle voiture, d'avoir un sac Dior, de pouvoir voyager. Non, pas du tout. C'est juste que je me dis que comme de toute façon j'ai pas d'autre leitmotiv, autant pouvoir m'assurer et assurer à ma famille au moins d'avoir un petit peu d'argent et de me dire quitte à pas avoir de vocation, au moins j'ai ça pour pouvoir faire des choses qui me plaisent à côté. En fait, acheter des plaisirs à côté à défaut d'avoir un plaisir à travailler. Au sein même du travail. Je sais que c'est quelque chose qui peut être vu comme quelque chose de pas bien, surtout. Alors, je sais qu'il y a des pays, tu vois, par exemple, on parlera par exemple des États-Unis où tu parles d'argent, il n'y a aucun problème. Mais c'est un fait, c'est-à-dire que j'étais pas dans l'optique de gagner 5 000 euros par mois, tu vois, c'était juste de pouvoir gagner. Tu vois, 1 2 000 euros, de pouvoir vivre confortablement et de pouvoir au moins s'acheter des plaisirs à côté, quoi. Oui, carrément. Donc tu pars à Paris, c'est ça? Faire tes études? En fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai décidé que je partais plutôt en BTS IMO, je savais que ça allait pas être une fin en soi, c'était juste le commencement de quelque chose, mais je voulais quand même faire un petit peu plus d'études que 2 ans. Et en fait, quand j'ai commencé à regarder pour le BTS IMO, si tu veux, quand j'ai pris ma décision, je l'ai prise assez tard. Du coup, il y avait plus rien qui était ouvert. En fait, tu pouvais plus. On était en août, quoi, tu vois, juillet, août, APB, post-bac, tout ça, c'était fini. Il y avait personne qui prenait pour les études et je me voyais pas perdre 1 an sans rien faire. Donc du coup, je me suis dit que j'allais regarder peut-être quelque chose par correspondance. Et en fait, il y avait du coup le contrat de Jennifer qui tombait à peu près au même moment. Donc je me suis dit, ça tomberait parfaitement si je pouvais faire des études par correspondance de sorte à pouvoir avoir le rythme que moi je voulais. Et en plus de ça, j'aurais pu continuer à accéder des opportunités comme du coup j'ai eu la chance d'en avoir une avec Jennifer. Donc j'ai fait ce BTS là par correspondance en 1 an et demi. Je l'ai passé. Et puis du coup, entre-temps, j'ai déménagé à Paris, puisque du coup, en montant avec Jennifer, j'ai eu envie de continuer. Je devais faire un stage pour mon BTS IMO. Et je me suis dit, autant le faire à Paris. Donc du coup, j'ai fait mon stage à Paris. Et en fait, ils m'ont proposé un CDI au bout de 10 jours. Ils m'ont dit, si tu veux rester, aucun problème. Et du coup, j'ai plus à faire de stage, parce que du coup, l'expérience passait dans le quota de stage. Et puis, je suis rentrée l'été, juste pour l'été. J'ai dit à mes parents, je déménage pour septembre.
Et j'ai déménagé pour septembre. Grosse galère pour trouver un logement. Je suis restée faire de canapé en canapé, de Airbnb en Airbnb. Donc c'était un peu la galère, mais j'ai fini par trouver un logement. Et puis je suis restée là-bas et tu vois, j'ai fait du coup ce CDI-là qui était dans l'IMO, mais tu vois, en tant que négociatrice, mais voilà, j'avais de la chance que ce soit dans le même domaine, mais c'était comme un travail et le soir, je potassais mes cours, quoi. Et donc, j'ai continué ça, j'en ai profité pour beaucoup voyager. Je crois qu'en 2019, il me semble, je dis pas de bêtises, je crois que j'ai pris genre 90 vols dans l'année, un truc comme ça. Ah ouais, ok. Franchement, j'y étais tout le temps. Ah ouais. Depuis Paris, il y a tellement peu de temps pour aller vers d'autres destinations. J'ai sillonné l'Europe, franchement, c'était génial. Tu vois, t'as pas particulièrement de charge, en tout cas, t'as personne à charge, t'as pas d'obligation particulière, parce que tu vois, je me suis retrouvée là-bas un peu toute seule. Alors, j'avais des copines qui commençaient à arriver un petit peu sur Paris, parce qu'avec l'exode rural, tu vois, tout le monde commence un peu à bouger pour les études sup. Mais du coup, j'en ai beaucoup profité et c'est cool parce que du coup, je trouve que j'ai fait ça au bon moment. Maintenant, c'est plus compliqué avec ma situation actuelle et je suis bien contente de l'avoir fait à ce moment-là. Je suis restée du coup dans cette agence immobilière-là qui était géniale. En fait, on travaille dans le luxe, le très haut de gamme dans le premier arrondissement de Paris, chose que je voulais voir. J'avais envie d'avoir un petit peu de paillettes dans mes yeux. Et en fait, du coup, j'ai demandé si je pouvais continuer l'année d'après en alternance chez eux pour pouvoir continuer mon BTS, enfin en tout cas pouvoir augmenter un petit peu mon bagage académique et faire une école de co spécialisée dans le droit et l'immobilier, quoi. Ok. Tu dis que la vie parisienne t'a inspiré, qu'elle est différente que la vie brestoise, enfin rurale, pardon. C'est pas forcément plus ou moins. Mais tu dis que la mentalité est différente d'ailleurs. Ouais, la mentalité est différente. Alors, les Parisiens, on a tendance à cracher sur les Parisiens. Moi, je trouve qu'ils ont beaucoup de qualités. Ils ont des défauts, mais ils ont beaucoup de qualités aussi. Tu connais l'adage qui dit on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Oui. Et tu sens que ta mentalité change quand tu t'entoures de personnes différentes. Le truc, c'est que ici, j'apprends à m'apaiser, tu vois, à ralentir, à faire un petit peu du slow living, à essayer de ne pas être trop stressée, ce qui est hyper important. À Paris, j'ai plutôt appris à accélérer. Ok. Il suffit que dans ton entourage, le matin, tu parles avec quelqu'un. Ce que je vais dire est véridique. Alors, c'est pas sur la même journée, mais je te donne de vraies anecdotes. Le matin, tu parles avec quelqu'un qui te dit dans 10 ans, je suis dans l'espace. Je veux prendre un vol en fusée, aller dans l'espace. Okay. Le matin, et le mec a moins de 30 ans, hein, il te dit ça. Okay. Une vingtaine d'années, il te dit je suis sûr et certain. Le midi, tu parles avec un gars qui vient de prendre un jet privé. Il était à Miami. Il prend un jet privé parce qu'il a un client qui a un jet privé. Et en fait, il est devenu un photographe vidéaste pour ce type de client-là. Et il voyage dans le monde. Le soir, il repart. Il va à Dubaï. En début d'après-midi, tu parles avec un mec qui te dit moi, le week-end dernier, j'ai monté une entreprise de colliers pour chiens. Ça connaîtra peut-être, colliers pour chiens. La semaine dernière, c'était une peluche connectée. Ah ouais, ok. La semaine d'avant, j'ai essayé un truc sur la tech. Et en fait, du coup, le soir, tu arrives chez toi, tu te dis, mais c'est tous ces gens-là, ils viennent d'où? Et du coup, ça devient un peu la norme pour toi. Et du coup, tu te places sur cette norme-là. Tu te dis, ça, c'est le niveau 0. Moi, je suis où là-dedans? Tu vois, là, je suis à moins 100 parce que moi, tout ce que je voulais, c'était ce soir rentrer, me faire des pâtes, tu vois. 2 salles, 2 ambiances. Et en fait, à force d'entendre ce genre d'histoire, ce genre d'ambition qu'avaient certaines personnes, et du coup, ta mentalité change. Je n'aurais jamais fait d'entrepreneuriat, et je le sais de source sûre, j'aurais jamais fait d'entrepreneuriat si j'avais pas croisé tous ces gens qui, soit ont des lubies de fous furieux, comme aller dans l'espace, soit créer des startups toutes les semaines. Le mec se casse la gueule toutes les semaines, il perd de l'argent tout le temps. Okay. Mais dimanche prochain, il a créé une autre boîte. Et à partir de ce moment-là, tu te dis, ce mec-là, s'il peut le faire, je peux le faire.
Ok. Et si cette personne-là a cette ambition-là, pourquoi est-ce que moi, je pourrais pas rêver de choses un peu plus grandes que celles dont je rêve actuellement? Et ça, tu l'avais pas ici en Bretagne? Non, pas du tout. J'aspirais à un mode de vie qui était beaucoup plus commun, beaucoup plus d'usage. Mmh. Tu fais tes études, tu trouves un boulot, Mmh. tu fais ton boulot. Alors, tu fais ton crédit, tout ça, il n'y a rien, franchement, il n'y a rien de mal. Je pense même que j'aurais été très heureuse dans ce mode de vie-là. C'est juste que du fait que j'ai déménagé, j'ai commencé à penser d'une manière différente, à vouloir d'autres choses que Ouais. j'aurais pas voulu. Mais je me suis quand même dit plusieurs fois dans ma vie que peut-être que d'une manière... Si, j'aurais peut-être été plus heureuse en étant salariée. C'est quelque chose auquel j'ai déjà pensé plusieurs fois parce que ça te demande beaucoup de sang-froid, de charge mentale, de temps, d'énergie, de sacrifice. Mmh. Et les sacrifices, c'est vraiment avec un grand S majuscule. Et certaines fois, je me surprends à rêver d'avoir des congés payés, de pouvoir dire merde, j'en ai marre, j'ai envie de changer de boulot. et puis voilà, mais moi je suis cadenassée. Parce que dans ce qu'on pense être une liberté, c'est pas tant que ça une liberté. Hein. J'adore mon boulot. Actuellement, j'en changerais pour rien au monde. Mais c'est pas tout beau, tout rose. C'est pas Ouais, comme ce que les gens te vendent un petit peu sur les réseaux sociaux. Il se passe quoi après? Du coup, tu dis que tu obtiens ton BTS. Tu t'as parlé d'un master, non? Ou d'une licence en commerce? Ouais, alors en fait, si tu veux, je fais mon BTS, donc j'obtiens mon BTS en candidat libre. J'ai envie de continuer, donc je demande à mes patrons est-ce que y a moyen d'avoir une alternance pour continuer à bosser, parce qu'eux étaient partis pour continuer le CDI en fait, parce que là c'était vraiment un CDI en 35 heures quoi. Ok. Donc Tu étais en alternance ou en CDI? non, en fait j'étais vraiment pas du tout en alternance, j'étais Ah oui. vraiment en CDI. Ok, ah ouais. Eux ils voulaient me prendre en fait si tu veux en CDI suite au début de stage que j'avais fait chez eux. Ils me proposent de me prendre en CDI. Moi comme mes études elles sont par correspondance, que je les fasse le soir, le matin, ça change rien du tout. Ok. Donc c'était comme une alternance mais payée normalement quoi. Ouais. Et en fait après je leur ai demandé si on pouvait switcher sur une alternance parce que je voulais continuer en école de... Moi je trouve que c'est une école de commerce, ça s'appelle l'ESPI, c'est une école d'immobilier, mais c'est vrai que ça s'apparente vachement à une école de commerce en immobilier. Et du coup ils m'ont dit oui, donc j'ai continué un an de plus en alternance pour avoir un bachelor. J'étais partie pour faire un master. Et en fait, si tu veux, on a eu un projet en bachelor à mener sur une agence immobilière un petit peu novatrice, tout ça. Et là, il y a eu trop d'idées dans ma tête qui ont fusé et je savais que je voulais faire ça après. Donc j'ai eu mon bachelor et j'ai arrêté, je suis pas allée jusqu'au master comme je voulais initialement. J'avais envie de m'insérer dans le monde professionnel, j'avais envie de lancer une boîte et c'est comme ça que j'ai commencé l'entrepreneuriat. Et alors, tu dis que tu avais envie de ça. Tu parles de l'immobilier ou tu parles de l'entrepreneuriat? Parce que tu vois, tu aurais pu avoir envie d'arrêter les études pour te lancer à 100% dans l'immobilier. Alors, ni l'un ni l'autre. J'avais juste des idées. Ouais. Et ce que j'avais envie, c'était de les mettre en pratique. Ok. J'avais juste, en fait, si tu veux, pour ce projet-là d'études, j'avais créé un logiciel qui permettait d'automatiser pas mal de tâches. L'immobilier, c'est un métier qui est assez archaïque pour plein de raisons que je pourrais te citer, mais qui fait qu'aujourd'hui, la tech, elle est très peu insérée dans ce domaine-là. Et je voyais une opportunité, une niche dans laquelle moi, je pouvais m'engouffrer. Et ces idées-là, je me voyais pas les mettre nulle part. Tu vois, j'avais ces idées-là dans la tête et je me suis dit, non, j'ai bossé sur ce projet-là, je vois bien qu'il y a quelque chose à faire de ces idées-là, donc pourquoi pas les utiliser? Et ça me titillait de les mettre en pratique. Et du coup, je me voyais pas continuer les études avec ce truc-là dans la tête. Donc, ni particulièrement l'immobilier, ni particulièrement autre chose. C'était vraiment ce projet-là qui m'a mené à faire de l'entrepreneuriat. Maintenant, j'ai jamais voulu auparavant être à mon compte. Tu vois, ça m'est jamais passé par la tête, même ne serait-ce que de le vouloir, de me dire ah tiens un jour j'aimerais trop être à mon compte. Je sais qu'aujourd'hui, tu vois, ça se fait parce que comme ça c'est un peu démocratisé depuis. Carrément. Les gens ils savent qu'ils n'ont pas envie forcément d'avoir un patron, pouvoir avoir des horaires flexibles, travailler pour eux, pour plein de raisons, et ils savent qu'ils veulent être à leur compte, mais ils savent pas forcément dans quoi. Moi c'était l'inverse, c'était vraiment juste j'avais le projet, maintenant le reste. Et alors pourquoi entrepreneuse?
Bah, parce que quand tu montes un projet, Pas le choix. Donc c'est cette source d'inspiration. En fait, c'est une envie. Oui, comme tu dis, donc c'est l'application de tes projets où tu te dis, du coup, il faut que j'entreprenne. C'est Bah ouais, c'est la ça. seule solution. Exactement, c'est ça, parce que là, l'idée c'était de créer un logiciel. Donc, enfin, il n'y avait pas vraiment d'autres manières de le mettre en application que de le faire moi-même, quoi. Donc ça s'est soldé par le fait de monter une boîte. Alors, j'ai regardé. Des fois, je me demande si tel ou tel projet existe. Donc, je note sur Google. Là, je m'étais demandé, est-ce qu'il existe une plateforme qui met en relation des mecs qui codent et des gens qui portent des projets? Ok. Bah, il y en a. Il y en a. Donc, c'est une sorte de Tinder ou de mythique du codeur et du porteur de projet. Ok. J'ai rencontré deux développeurs du coup dessus. On s'est associés, on s'est mis à 3. Et puis on a monté mon premier projet entrepreneurial. Ok, ça marche, enfin, c'est quoi? Comment ça se passe? Non, ça s'est cassé la gueule. Mais dès le début, enfin, c'est quoi, tu vois, le... Non, alors j'ai fait beaucoup d'erreurs. Ça m'a servi de leçon. Pour rien au monde, je reviendrai en arrière et je changerai le cours de l'histoire. En fait, je suis pas faite pour travailler avec des personnes déjà, parce que je pense pas être très... Pas d'être co-dirigeante, tu veux dire? Non, c'est plus dans le sens où... Non, parce que tu vois, pour la gestion, aucun problème. Chacun avait vraiment sa manière de... vraiment savait ce qu'il gérait. Ouais. Donc moi, je prenais les décisions, il n'y avait aucun problème par rapport à ça. Non, c'est plus le côté où j'ai tendance à prendre des décisions à la hâte et au dernier moment. Donc 4h du matin, je change complètement la carte de quelque chose, ou je modifie complètement mon business plan. Et le problème, c'est que travailler avec quelqu'un qui a ce genre de caractère, c'est hyper compliqué. Ouais. Personne ne m'a jamais fait de reproche, mais pour être assez lucide, je vois bien que ça doit pas être quelque chose qui est très agréable à vivre. Et j'ai pas envie non plus, moi, de culpabiliser d'être comme ça, parce que c'est comme ça que marchent mes projets. Donc, je veux pas non plus me dénaturer et faire différemment. Mais non, on a fait énormément d'erreurs. Alors, ça m'a servi de leçon, ça m'a servi d'expérience. Mais on a pris toutes les choses à l'envers, toutes les erreurs qu'il fallait pas faire. On les a faites. Donc, ça n'a pas marché, ça a capoté. On s'est quand même bien accroché au projet pendant 3 ans à faire aucun chiffre d'affaires, à dépenser de l'argent. Ouais, pendant 3 ans. Pendant 3 ans. À dépenser de l'argent pour pouvoir maintenir le projet en vie. En fait, si tu veux, le truc qui est compliqué, je trouve, dans la tech, c'est que tu commences par monter un projet, mais pour pouvoir le vendre, il faut bien qu'il soit monté. Donc pendant X temps, tu es en train de développer le projet qui du coup ne te rapporte aucun argent et te coûte de l'argent parce qu'il faut bien le mettre sur un serveur, il faut bien payer les équipes si jamais tu as des équipes. Nous, on avait fait intervenir quand même des freelances pour pouvoir nous aider dans certaines tâches. Toi-même, tu te rémunères pas. Donc encore aujourd'hui, il y a Pôle emploi, donc tu peux toujours... moi, c'était le cas, j'avais, donc, et les gars aussi d'ailleurs. Donc tu as toujours ça au moins pour survivre un petit peu. Mais, parce que tu vois, j'avais pas 25 ans, donc toucher quelconque aide, autre aide, c'était impossible. Mais le projet a pas marché, et en fait, moi, franchement, c'était tellement enlisé que j'étais prête à m'enliser encore plus. J'étais prête à tout recommencer. Tunnel, quoi. Franchement, le tunnel, je pouvais le rallonger. Je crois que je suis assez résiliente. Je pense que si vraiment il y avait quelque chose, un mot qui me définirait vraiment, je t'aurais dit la résilience. Et le problème, c'est que du coup, tu peux vite t'empêtrer dans certaines choses. Moi, franchement, ça aurait pas été eux qui auraient parlé du fait d'arrêter le projet, j'aurais continué. Je t'aurais peut-être dit que ça aurait duré 10 ans, tu vois. À côté de ça, moi, j'avais commencé à faire d'autres choses. J'avais d'autres projets à côté. Donc là, tu es à Paris à cette période-là ou t'es revenu déjà Non, je suis à Paris. Je suis à Paris parce que du coup, moi, j'arrête mon école, mais il y a des obligations qui font que je suis obligée de rester sur Paris 1 an de plus. Et du coup, je fais du travail sur cette boîte-là, mais depuis Paris. Mais l'idée, c'était de toute façon de revenir à Brest. C'était juste que j'étais obligée de rester encore quelques mois là-bas. Mais sinon, non, 1 an après, j'étais repartie sur Brest. Mais, Et alors, tu fais quoi en même temps? Tu dis que tu as d'autres projets que tu lances en même temps? Alors, sur Paris, rien. Par contre, dès que j'arrive à Brest,
plein de choses. Je fais de la photographie culinaire pour des restaurants. Ok. Je fais un peu de community management pour certains pros. Je fais... Et plus sur des activités de freelance, un peu de service Oui, complètement. rapide. Complètement, ça reste que de la prestation de service. Je commence un peu à faire des ongles aussi. Ok. À faire de la prothèse ongulaire. À faire tout ce qui est un peu... tout ce qui est l'hashtag, tout ça. Beauté du regard, tout ça. Donc, je touche à plein de petites choses. Et puis en fait, c'est ça qui a fait que j'ai fini par faire une passation. Quand on a arrêté le logiciel d'IMO, au moins j'avais d'autres choses à côté, j'avais d'autres projets. J'ai plein de questions sur plein de thématiques et en même temps, on va évidemment continuer à dérouler ce parcours. Mais notamment des aspects humains, parce que c'est un truc qui ressortait beaucoup. En fait, tu vas voir quelles sont mes questions, mais ça tournait beaucoup autour de l'humain. La première, c'est que tu dis que tu as tiré beaucoup de leçons de tout ce parcours jusqu'à présent. C'est quoi ces leçons que tu as tirées? J'ai pas de sujets généraux, c'est des petites leçons à droite à gauche, des erreurs que je ne referai plus. Tu vois, par exemple, si je devais me relancer, et je sais que ça arrivera, parce que du coup, j'ai toujours cette amertume de me dire que ce projet-là, il n'a pas été jusqu'au bout, alors que je pense encore qu'aujourd'hui, Ça peut marcher. Ça peut marcher, ouais. Alors que tu vois, j'ai commencé ce projet-là, on était quoi, peut-être en 2019, tu Même vois. avec la montée de l'IA, tu penses que ça marche? Ouais. Parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, quand même, tu vois, le code, c'est plus simple, c'est plus accessible. Ouais, mais justement, je pense que ce serait justement d'autant plus rapide de monter ce projet-là avec l'IA. Ah oui, c'est sûr. Donc, je vois plus une opportunité qu'une contrainte. Ok. Et puis, de toute façon, tu sais, c'est pas parce qu'il y avait McDo qui existait que Burger King s'est pas lancé. Donc, la concurrence, c'est quelque chose de bon, justement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, sont en demande de ce genre d'activité. Donc, c'est pas du tout un frein. Je pense que n'importe qui peut s'en tirer à n'importe quel moment, dans n'importe quel domaine. Ça dépend de ta stratégie. Ça dépend aussi des gens qui lead le projet, mais et des équipes, parce que les humains, ça fait beaucoup dans une entreprise. Bien sûr. Mais il n'y a pas de c'est trop tard. Ok. Et les leçons que j'ai apprises, il y en a plein. Donc, si je reviens dans la tech, tu vois, je ne reprendrai pas le projet de la même manière. Il y a des choses que je prioriserai plus que d'autres. Je reverrai mon business plan, je le ferai d'une manière différente parce que en ayant eu un pied dedans, maintenant je sais comment ça fonctionne et du coup je connais les erreurs à ne pas faire, les erreurs que tous les débutants font. En plus, le code, c'est tout un langage à apprendre. Les gars, eux, ils savent de quoi ils parlent. Maintenant, je sais aussi, mais au début, je savais pas forcément. Et moi, je voyais juste les problématiques d'utilisateur, c'est-à-dire, tu as envie d'avoir un truc un peu joli. Toi, tu es là, tu es entrepreneur. Tu vois, toi, tu vois que les trucs jolis. Tu vois les trucs jolis, écoute, tu vois, c'est tout ce que tu vois. Mais derrière, là, maintenant, j'ai les deux visions. Tu vois, j'ai la vision utilisateur, ce que je veux vendre à mon client, ce que je veux pouvoir lui proposer. Et en même temps, j'ai la vision de la personne qui crée le projet, de la personne qui est dans l'opérationnel. Et tu vois, maintenant, j'arriverai à pouvoir faire un compromis entre les deux. Dans plein de domaines, tu vois, récemment, parce que ça ne date pas d'il y a si longtemps que ça, j'ai commencé à être employeur. Ouais. Avant, j'étais plus, tu vois, j'étais juste un entrepreneur qui avait des freelances et c'est tout. Et ben ça, c'est pareil. Gérer des humains, c'est pas facile. Ça apporte plein de bonnes choses, mais il faut aussi faire un travail sur soi-même pour ne pas faire des erreurs, pour savoir quoi dire, quoi ne pas dire, comment amener les choses, comment réussir à trouver des compromis, comment faire en sorte que les gens soient heureux dans leur travail. Est-ce que d'ailleurs tu as un conseil à donner? Parce que quand on est jeune manager, évidemment, on commet des erreurs. De toute façon, dans n'importe quel domaine, j'ai envie de dire, on commet des erreurs quand on commence quelque part. Mais tu vois, un jeune manager qui sort d'école ou machin, qui obtient un poste comme ça, si tu devais lui donner un conseil pour éviter de faire trop de dégâts au début ou une erreur majeure. S'entourer. Il y a plein de personnes qui font du coaching pour professionnels, qui sont en fait des anciens DRH, qui se sont reconvertis, qui se sont mis à leur compte et aujourd'hui qui donnent de super conseils et à qui on peut parler. Je pense aussi que quand on a des responsabilités, c'est bien d'être suivi psychologiquement parce qu'on porte beaucoup de poids sur ses épaules et c'est important de pouvoir se relâcher, de pouvoir en parler, extérioriser pour les personnes qui ont du mal à communiquer ou à extérioriser. Mais s'entourer, c'est très très important et ça permet aussi d'avoir d'autres retours, d'autres sons de cloche. D'expériences qui auraient pu arriver à d'autres personnes, comment eux les ont gérées, des pistes sur comment gérer le problème,
des personnes qui apportent d'autres pistes sur leur manière dont eux auraient géré le problème. Ouais. Pour moi, c'est le meilleur conseil à donner. Ok. Tu dis que tu t'es fait avoir plusieurs fois. Bien sûr. Comment ça se traduit, tu vois, se faire avoir et pourquoi? Je pense que je suis quelqu'un de très sensible. Et je pense être aussi quelqu'un de très... je suis un peu dans ma bulle, je suis un peu... le côté innocence qui fait que je fais de l'entrepreneuriat. Parce que si t'es pas innocent, t'es trop terre à terre, t'as trop peur de tout. Parce que tu vois des réalités qui sont des réalités. Hein. Tu fais pas de l'entrepreneuriat. Hein. Souvent, les entrepreneurs, c'est des gens qui sont un peu, tu vois, un petit pet au casque. Souvent, je me promène le dimanche, je vois une vitrine et je me dis ah purée, mais ça on pourrait grave monter une boîte. Alors que quelqu'un qui est beaucoup plus terre à terre et qui serait beaucoup plus lucide dirait non, tu te calmes, on va pas faire une collection. En plus, c'est pas les cartes Pokémon les boîtes, hein, donc voilà. Mais du coup, tout ça fait aussi que tu peux te faire avoir. L'humain est peut-être très bon, mais il y a une minorité de personnes qui sont pas si bonnes que ça. C'est ma question d'après, ça. Ouais, je fais. Non, mais du coup, est-ce que tu as un exemple concret? Tu vois, comment on peut se faire avoir quand on est quand on est entrepreneuse? Comment on peut se faire avoir? T'es employeur. Moi, je connais pas forcément tout, tu vois, je connais pas forcément toutes les règles. Je fais du mieux que je peux. Mais certaines fois, il y a des personnes qui savent très bien, en allant d'entreprise en entreprise, je suis pas la seule, hein, mais en allant d'entreprise en entreprise, quelle faille utiliser pour pouvoir te soutirer de l'argent. Bon, on m'a pas particulièrement soutiré de l'argent, tu vois, mais pour connaître des entrepreneurs à qui c'est arrivé, là, il y a un gars, il soutire 5 000 € par entreprise chez qui il va, quoi. Ouais. Il sait très bien, il y a une faille dans le système, il sait très bien, il va toujours vers des entreprises de personnes qui ont moins de 35 ans et qui ne sont pas forcément entourées par des appuis juridiques, des avocats, voilà, tout ça, des assurances. Et en fait, il se fait avoir, il n'a pas quelqu'un à qui poser la question, et du coup, on leur soutire de l'argent. Ça, c'est typiquement une faille que certaines personnes utilisent, et pour avoir des personnes dans mon entourage mon entourage, en tout cas des personnes que je connais qui font l'entrepreneuriat, qui se sont déjà fait avoir, voilà, je sais qu'il y a des personnes, il y a des personnes qui font entreprise après entreprise pour pouvoir en profiter, quoi. Et c'est quoi tes conseils pour éviter de justement, tu vois, se faire avoir quand on débute dans ce milieu-là? Franchement, toujours s'entourer. Alors, en fait, c'est compliqué parce que, tu vois, je te disais tout à l'heure, j'ai pas de mentor particulièrement, j'ai pas quelqu'un vers qui me tourner. Mais plus ça va et plus je discute avec des personnes qui sont un peu dans l'entrepreneuriat, parce que autant pour certaines sociétés, je suis un petit peu plus dans ma bulle, dans mon truc. Je parle pas forcément aux confrères, consoeurs, tout ça, parce que c'est pas forcément des domaines d'activité où il y a beaucoup d'échanges. Autant depuis que j'ai monté les restos, je me rends compte que les restaurateurs entre eux, ils sont vachement soudés. Alors est-ce que c'est le reste en particulier? Je sais pas. Mais tu vois, tout le monde aujourd'hui, tout le monde respire, tout le monde boit et tout le monde mange. Donc il y a beaucoup d'opportunités dans le mois pour que tu ailles d'un restaurant à un autre, et du coup ça amène des discussions, ça amène des échanges, des relations, et du coup depuis j'ai rencontré quelques restaurateurs du coup qui sont chefs d'entreprise, et en fait on échange un petit peu, et du coup pour moi la clé c'est toujours l'échange. J'aime bien travailler seule, mais je crois que quand même pouvoir avoir des appuis, des personnes avec lesquelles échanger, ça te permet aussi de te sentir moins seule. L'entrepreneuriat, c'est quand même un métier de forte solitude, hein. Tu as des responsabilités qui déjà t'écartent un petit peu des autres, parce que c'est pas les mêmes responsabilités que tout le monde. En parler, c'est important, avoir des retours d'expérience, c'est important, avoir d'autres sons de cloche sur comment toi tu aurais géré telle ou telle situation, c'est important. Psychologiquement, c'est un métier qui est pas facile. Il faut avoir les épaules, et du coup, avoir ne serait-ce que quelques soutiens. Parce qu'on aura beau dire tout ce qu'on veut, même si tu as des gens qui sont proches dans ton entourage, qui sont là pour te soutenir, elles comprendront jamais aussi bien que tes problématiques que quelqu'un qui vit ces problématiques-là. Ça se rapporte au domaine de l'entrepreneuriat comme ça se rapporte à n'importe quel domaine sur cette terre. Tu vois, demain, quelqu'un a un cancer, personne ne le comprendra aussi bien que quelqu'un qui a déjà eu un cancer. T'as beau être là pour la personne, ça sera pas le même soutien. Donc s'entourer. Et alors tu dis ça, tu dis souvent s'entourer, mais du coup est-ce qu'il y a une manière de bien s'entourer? Bonne question. Alors en fait, il y a des sortes de clubs. Alors
c'est pas trop de mon âge. C'est plus des personnes qui sont un peu plus âgées. Déjà, la moyenne des chefs d'entreprise est un petit peu plus âgée que mon âge, donc il y a déjà une petite différence. Mais je dirais que les personnes qui sont jeunes ont tendance à traîner beaucoup sur Instagram, à se montrer en fait pour faire de la com, pour humaniser un peu son entreprise, tout ça. Donc, faut pas hésiter en fait juste à contacter. Je pense que n'importe qui. Enfin, je sais que moi on me contacte, tu vois, régulièrement. On me dit voilà, moi j'essaie de monter ci, ça. J'aurais pas 2-3 conseils et je réponds, tu vois, je fais des vocaux et tout, je réponds avec grand plaisir, comme moi j'aurais aimé qu'on me réponde si jamais j'avais eu l'intelligence de demander. Contacter, exactement, de demander de l'aide. Mais il y a des clubs en fait de chefs d'entreprise qui existent où tu peux discuter, ils font sur des tables rondes ou des petits déj, des brunchs, tout ça. Et en fait, tu discutes et voilà, ça te permet de te sentir moins seul. Après, même si tu es un peu moins âgé, j'ai envie de te dire, justement, ça te permettra de te trouver quelqu'un qui te servira un peu d'exemple ou de mentor. Comme tu disais tout à l'heure, de mentor. Il y a une phrase aussi, je vais essayer de la citer, d'être au plus proche de ce que tu m'as mis, ce que j'aimais bien, mais tu as dit que, en effet, certains humains n'étaient pas bons. Tu as commencé à le teaser tout à l'heure. Et tu as dit que tu avais changé ton caractère pour te prémunir des conséquences. C'est vrai. C'est-à-dire à quel point il faut se changer, soit parce que les autres ne sont pas bons. Bon, bah, la vie déjà te change d'une manière générale. Je pense que si tu repenses au toi qui était au collège, on est complètement foufou, tu vois, on rigole tout le temps. J'ai remarqué que j'ai plus de mal à sourire sur les photos qu'avant. Tu vois, je trouve que... Réponse dans quelques minutes. C'est moins sincère, ouais. C'est moins sincère. Enfin, c'est pas que c'est moins sincère, c'est que c'est moins naturel. Mais parce que la vie, elle te met des coups de bâton. Hein. Je veux dire, que ce soit des problèmes de santé, comme j'en ai eu, tu vois, dans ma famille, des problèmes financiers, comme certaines personnes en ont déjà eu, des problèmes de tout ordre. Les humains, c'est qu'une partie des nombreux obstacles à franchir pour aller jusqu'au bonheur. Mais oui, t'as des gens qui sont pas bons, ça c'est sûr. Après, ça te forge le caractère. Ça t'apprend à plus te faire réavoir parce que ça t'arrive là un minimum de fois. Mais bien sûr que t'as des personnes qui sont pas bonnes. Et ça, t'en croiseras tout le temps. Alors, à quel point est-ce que ça te change ton caractère C'est ce que j'allais dire. Ça dépend de ton caractère. Je pense que tu vois, il y a des personnes qui sont faites pour affronter ces personnes-là. Enfin, elles naissent, elles ont un caractère porte de prison, rien ne peut les atteindre, pas du tout sensible. À titre personnel, les intonations me font paniquer. Donc du coup, c'est beaucoup plus compliqué pour moi de pas changer mon caractère en sachant ça. Donc non, j'ai beaucoup changé ma manière de répondre aux gens. Je me fais violence très souvent, et encore aujourd'hui, hein, je me fais violence pour certaines fois ne pas être trop gentille. Être gentil, mais tu vois, essayer de réfléchir à... Gentil et ferme. Ça, s'affirmer. Ferme, c'est un grand mot pour moi quand même. Tu vois, dans le domaine professionnel, je pense que les personnes qui me sont proches diront que je manque de fermeté. C'est pas je pense d'ailleurs, c'est qu'elles me le disent. Je manque de fermeté. Et c'est compliqué pour moi, mais j'essaie de faire un travail sur moi parce que si, en fait, ce que tu offres aux gens de trop, tu te le prends à toi-même. J'ai pas envie de souffrir d'une situation pour avoir voulu faire trop plaisir à quelqu'un. Parce qu'il y a des personnes qui en abusent. Il y a des personnes qui en surabusent même. Hein. Donc je fais un travail sur moi-même. Mais du coup, je réfléchis beaucoup à ce que je dis, à ce que je fais, de sorte à pouvoir être toujours juste, que ça me ressemble toujours, en même temps que ça puisse ne pas trop me bouffer, parce qu'à la fin, tu finis avec un burn-out, hein, clairement. Tu dis aussi que tu doutes beaucoup, comme beaucoup, j'allais dire, évidemment. Mais tu dis que tu as aussi parfois le syndrome de l'imposteur, carrément. Alors ça se traduit comment, le syndrome de l'imposteur, et comment on fait, tu vois, pour progresser sur cet aspect-là? Comment toi tu fais? Ouais, je me fais beaucoup syndrome de... Alors en fait... C'est quoi, c'est entre entrepreneuse à 27 ans par exemple, où tu te dis qu'est-ce que je fous là? Je peux te donner plein d'exemples. Hein. Alors, tu vois, ce midi. Ce midi, donc on fait le service, tout ça, et j'ai un resto qui fait des spécialités vietnamiennes. Je suis vietnamienne, hein, en tout cas de mon père, je suis vietnamienne, je suis bretonne de ma mère, mais je suis quand même vietnamienne de mon père. Donc
on peut quand même dire que je suis un peu légitime, tu vois. Oui. J'ai grandi avec cette nourriture-là, cette culture-là, tout ça. Donc j'en ai fait un resto. Je l'accorde, je l'ai un peu francisé parce que ça me ressemble, hein, moitié viette, moitié français. Mais ce midi, j'ai une personne qui arrive et je reconnais à sa tête la puriste. Je reconnais. Et là, pour moi, c'est la catastrophe. Je me dis, elle va pas aimer, ça va être pas bon. Ce que je fais, c'est pas bon, c'est pas bien. Mes recettes, c'est impossible qu'elle aime. Tu vois, je pars du principe qu'elle va forcément pas aimer. Ça s'est très bien terminé puisqu'elle a adoré. Ok, trop bien. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Ça se traduit, je vais pas le dire tous les jours, hein, mais je pense que je dirais que c'est entre une fois tous les 3 mois et 3 fois par an. Tu vois, on est sur 3-4 fois par an, je dirais, en termes de fréquence, ou pendant 2-3 semaines, allez, ouais, on va dire 2 semaines, je suis persuadée qu'on est les moins bons. J'ai mis en place que des idées de merde, qu'il faut que je revoie tout. Ça m'arrive du coup fréquemment, quand je suis dans ces périodes-là, de commander plein de choses. Des produits, des matières premières, des choses comme ça, d'essayer plein de techniques en étant persuadée que mes techniques sont nulles et que mes recettes sont nulles et que du coup il faut que je réinvente tout. Et en fait, j'en reviens à mes techniques de base qui finalement étaient très bien parce que je me rends compte que les nouvelles sont moins bien. Mais donc ça m'aide dans le processus. Mais je dirais que autant c'est éprouvant à vivre. Parce que du coup, tu te fais quand même un sang d'encre, t'es dans le stress total, jamais eu autant de cernes de ma vie. T'es fatigué, t'endors pas, tu cogites, tu te dis comment est-ce que je peux faire pour améliorer tout ça. Et en même temps, ça te permet toujours de garder les pieds sur terre et de te remettre en question régulièrement et du coup de pas prendre ce que tu fais pour acquis. D'essayer toujours d'avoir le meilleur de ce que tu peux avoir. Il faut trouver un bon équilibre entre les deux. Et tu arrives aujourd'hui à le détecter quand tu as ce syndrome de l'imposteur, à te dire ok, là c'est parce que je me mets à douter et... Non, toujours pas. Non, du tout. Vraiment, ce syndrome de l'imposteur-là. Alors, je te dirais qu'il est moins fort quand tu as une entreprise qui est un peu implantée quand même. Parce que tu as quand même eu pas mal de feedback. C'est un peu plus facile que quand tu es un peu sur la tangente dans les premières semaines, les premiers mois où là, vraiment, tu sais pas ce que tu vaux. Quand tu sais que tu as tant de milliers de clients qui viennent par mois et que là, oui, il y a eu un couac ou alors... peut-être qu'on aurait pu mieux faire. Tu te dis, d'un côté, c'est une personne pour 1000 personnes. Ouais, bien sûr. C'est plus facile à digérer. Mais le truc, c'est que je suis entrepreneur. Je suis pas... tu vois, je pense pas être une bonne chef d'entreprise. Je pense être un bon entrepreneur, mais pas une bonne chef d'entreprise. Je pense pas être une mauvaise chef d'entreprise. Hein. Franchement, il y a pire que moi. Tu vas dire que tu es une meilleure business développeuse qu'une gestionnaire de... Je suis plus douée à avoir des idées, à les mettre en place et à résoudre des problématiques complexes, ou à optimiser, ou à trouver des processus à mettre en place. Mais gérer une organisation, une équipe, sur la durée, des budgets, etc., je pense que c'est moins mon truc. Est-ce que je te dis ça parce que je suis moins douée ou est-ce que je te dis ça parce que c'est quelque chose qui me stimule moins? Je sais pas. Mais à choisir entre les deux, je pense que c'est compliqué d'être les deux quand même. À choisir entre les deux, je pense que je suis plus douée à être entrepreneur que chef d'entreprise. Et dans le doute, il y a aussi, alors il y a du mauvais évidemment à douter, mais il y a aussi du bon, puisque tu dis que douter, c'est aussi se remettre en question. Que tu essaies de faire ça régulièrement, donc on est d'accord que c'est aussi bien parfois de douter, parce que ça te permet aussi de t'en servir pour être meilleur, pour améliorer tout ce que tu disais, que tu travaillais sur parfois des conneries, machin, mais ça te permet aussi sans doute d'avoir un truc à la fin qui est mieux, quand même, qui est de meilleure qualité. Tu sais, c'est un peu comme tout, tu auras toujours un bon côté et un mauvais côté à absolument tout. La problématique, c'est qu'est-ce que toi tu retiens. Moi, je préfère me concentrer sur ce que m'apporte de positif telle ou telle chose, telle ou telle problématique, comme par exemple le fait de douter. Qu'est-ce que ça m'apporte de positif? Alors oui, ça me fait perdre des cheveux, ça me fait des cernes, très bien, j'en fais quoi moi. Par contre, ce que je sais que ça va m'apporter, parce que de toute façon les doutes seront là, hein. J'aurai beau faire ce que je veux, les doutes seront là. Donc est-ce que je choisis de cohabiter avec ce doute ou est-ce que je m'en plains jusqu'à ce que mort s'en suive?
je cohabite avec. Ça va m'apporter le fait que je vais toujours essayer d'avoir mieux, de ne pas me faire avoir et de me faire dépasser par le train. Parce qu'il y en a plein à qui ça arrive. Hein. Ils ont une boîte pendant 20 ans, ça marche très bien. Puis au bout de 20 ans, la boîte elle ferme parce que finalement il n'y a pas eu d'innovation, de remise en question, il n'y a rien qui a changé. Le patron il est resté, ou le manager est resté un peu cambré sur ses positions, pas de compromis qui a été fait, pas d'évolution. Donc ça a beaucoup de bon. Faut cohabiter. Trop bien. À chaque épisode maintenant, je demande aux gens de poser une question à l'invité sans savoir qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait. Ils savent rien de toi. Et je retiens une question à la fin qui me plaît bien. Et là, j'ai trouvé une question qui, pour le coup, je trouvais te collait très bien. Je la posais un petit peu vers la fin du podcast, mais on oubliera. Quelle est ta vision de la réussite ? Le bonheur, c'est trop large. Je pense qu'il faut être aligné. On a réussi quand on est aligné avec sa pyramide. Tu vois, il y a une pyramide de besoins. Alors, initialement, c'est, tu vois, les besoins primaires, les besoins secondaires, etc., etc. Si tu reprends le schéma de cette pyramide-là, avec le temps, en te connaissant, tu arrives à refaire cette pyramide-là, mais de valeur. Donc, qu'est-ce que... Ah bah tu vois, c'est marrant, je donnais des cours ici à des... Tu vois, je te disais que j'avais un taf de... À plus d'années. Ouais. Oui, je faisais en fait de l'aide aux devoirs quand j'étais en médecine. Et c'était pile la maison qui était là. Tu as une pyramide où tu peux vraiment venir mettre tes valeurs ou tes leitmotifs, ce à quoi toi tu aspires, avec le temps, en te connaissant toi et en sachant ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, tout ça, ça prend du temps quand même. Faut grandir, faut avoir un peu de maturité pour. Moi, encore aujourd'hui, je peux pas la remplir, tu vois, ma pyramide. Mais à partir du moment où ce que tu fais te permet d'avoir un équilibre de vie et d'être aligné avec tes valeurs, pour moi, c'est ça la réussite. Alors, il y a des personnes pour lesquelles ça va être l'argent, pour lesquelles ça va être le fait de pouvoir passer tous ses week-ends avec sa famille, pouvoir aller chercher ses enfants à l'école tous les soirs, les amener à l'école tous les matins. Ouais. D'autres personnes pour qui ça va être voyager. C'est eux, ils adorent ça, ils veulent absolument le faire toute leur vie. Je peux t'en citer plein des exemples, mais t'as réussi quand t'es aligné avec ta pyramide. Moi, je sais pas où elle en est de ma pyramide. J'ai quelques mots que je peux placer par-ci par-là, mais je crois que on met un peu de temps avant de pouvoir la remplir. Tu dis que dans l'entrepreneuriat, il y a plus d'échecs que de réussites. Comment on gère ça ? Le fait de plus échouer que réussir ? Ça dépend si t'es un entrepreneur, si t'es fait pour être entrepreneur. Tu le subis pas. Tu survis. Ah ouais, pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu vois, le projet dont tu nous as parlé tout à l'heure de logiciel, il n'a pas marché, t'as pas eu un moment de down, un moment de merde, j'ai raté ? Non. Ok. Non, parce que j'ai tendance à anticiper. Tu vois, ma mère, elle dit souvent anticipe. Et après, une fois que tu t'es un peu cassé la binette, elle te dit relativise. Alors, ouais, bon. Mais du coup, j'ai appris à anticiper et ensuite à relativiser. Mais j'ai appris à anticiper. Donc, en fait, si tu veux, il n'y a jamais eu une société qui tournait toute seule. Il y avait une société, mais il y avait un autre projet. Et après, il y avait 2 sociétés. Et après, il y avait un autre projet en même temps. Tu vois. Et mettre ses œufs dans plein de paniers différents, c'est important. C'est pour ça que quand je dis que je suis couteau suisse, c'est parce que chef d'entreprise, je trouve pas que ça me représente trop. Déjà de 1, parce que je me sens plus à ma place en tant qu'entrepreneur qu'en tant que chef d'entreprise. Mais au-delà de ça, parce que je fais plein de choses. Tu vois, mes œufs, je les ai mis dans plein de paniers. J'ai pas juste un panier avec plein d'œufs dedans. Plein d'œufs dedans. J'ai vraiment juste pioché mes œufs et je les ai mis à droite à gauche. Du coup, c'est compliqué de définir ce que je fais dans la vie. Mais c'est ça qui fait aussi que ça m'apporte une certaine stabilité. Parce que demain, tu as un souci dans une activité, tu as toujours les autres pour rattraper le souci de la première activité. Ce qui t'aide, du coup, à relativiser. Après, oui, tu as plein d'échecs. Tu sais, les entrepreneurs, ils disent que quand ils investissent dans des boîtes, pour 10 boîtes dans lesquelles ils ont investi, il y en a une seule pour lesquels ils vont avoir un retour sur investissement. Les 9 autres vont leur faire perdre de l'argent. Ouais. C'est souvent le cas. Alors, il y a des chiffres dont je ne me souviens plus. Il y a des chiffres qui montrent que
c'est exorbitant, hein, c'est plus de 70%, hein, des personnes qui Ouais, ouais. abandonnent en quelque chose comme moins de 3 mois, tu vois, dès qu'ils créent une entreprise. Parce que tu as Exactement. aussi toute une vision, tu vois, un peu idéalisée de ce qui est censé être le métier d'entrepreneur, de chef d'entreprise. Et on pense toujours, bah, comme moi, on a tendance à me le dire, toi, tu travailles plus. Bah si, je travaille 3 fois plus, justement, voire plus. Tu es à plus de 100 heures par semaine. Enfin, voilà, tu fais des sacrifices. Ouais. Je peux te dire que les anniversaires que j'ai loupés, Oui, c'est sûr. Non, tu parlais de réussite, enfin de pourcentage de réussite. Et en fait, en même temps, ça m'a fait tilt, mais les podcasts, c'est pareil, tu vois. C'est un truc que je m'étais dit en lançant le podcast, c'est que je crois qu'il y a, je sais plus le pourcentage exact, je regarde, mais c'est genre 30%, 20%, ou je sais plus, un truc comme ça, de podcasts qui passent 10 épisodes. ok. Ça peut paraître hyper basique, 10 épisodes. Et moi, je m'en suis rendu compte en les faisant que ça pouvait être très long déjà. Ouais. Et en fait, tu vois, moi, c'était mon premier truc, c'était de me dire, je ferais pas partie des 60-70% des gens, tu vois, qui arrêtent avant 10 épisodes, c'est hors de question. Donc, tu vois, c'était ma première barrière, entre guillemets, à sauter. Mais tout ça pour dire qu'en effet, il y a beaucoup d'échecs, évidemment, ou beaucoup d'arrêts, enfin, beaucoup de projets, de toute façon, qui ne... T'es dans qui une. ne prennent pas plus. Tu vois, on est d'une génération qui a besoin d'avoir des choses rapidement. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, c'est un métier, Ouais. le community management. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut créer des hooks, qu'il faut qu'en moins de 10 secondes, t'aies attiré l'attention, un peu avec ce que nous, on a dans les dissertations, la phrase d'accroche, tu sais. Exactement. Et aujourd'hui, il existe tellement de techniques pour, tu vois, faut cutter, faut zoomer, faut qu'il y ait du dynamisme, faut qu'il y ait des animations entre les trucs. Et parce que ton cerveau, il est tellement habitué à avoir 10 000 infos que... ouais, et puis tout de suite, Ouais, tu c'est vois. ça, ouais. Faut qu'on stimule les gens très vite. Et en fait, on a plus la patience d'avoir le retour sur investissement. Donc, c'est pour ça qu'au bout de 10 épisodes, du coup, de moins de 10 épisodes, j'ai 3 vues, j'ai un like. Ouais. Après, c'est ce qui retient les gens qui sont vraiment passionnés des autres, tu vois. Et la résilience, c'est ce qui fait que il y a plein de gens qui sont connus, par exemple, tu vois, sur les réseaux, et je suis intimement persuadée que c'est parce qu'ils n'ont pas arrêté de montrer leur tête. On s'est habitué à eux, on les a humanisés, on s'est attachés, pas parce qu'ils avaient un contenu qualitatif, non, c'est parce qu'ils étaient tout le temps là, tout le temps présents, il y avait une régularité. Et alors, c'est les deux, je pense. oui, alors de la c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est pas intéressant, mais c'est vrai que l'effort qui est mis derrière, l'organisation qui est mis derrière, le temps qui est consacré, ça joue énormément dans ta réussite. Et puis, d'une manière générale, faire quelque chose, ce qui est un peu contradictoire avec mon parcours, mais faire quelque chose uniquement pour le succès, l'argent, etc., ça ne fonctionne pas. Il faut que tu fasses quelque chose parce que tu aimes faire ce quelque chose-là, ou parce qu'au moins il te stimule un minimum. Exactement. T'as compris où on allait ? Non. C'est vrai, t'as pas fait gaffe aux panneaux ? On a croisé 10 000 panneaux. Là, j'ai eu un doute sur la route, sur ça, les gens ils vont voir ma tête bugger un peu. J'ai eu un gros doute. Non, pas du tout. Je pense savoir à peu près où est-ce qu'on est. Ah, vas-y. Donc, il y a moyen que... soit on est au phare du Petit Minou, soit on est vers... Je pense pas Berthaume, mais par contre, je pense au fort qui est juste à côté. Je sais plus comment il s'appelle. En effet, la première option est la bonne. Nous allons au phare du Petit Minou. Ouais, j'ai tracé le parcours, je me suis dit, ça tombe pas trop mal. J'ai fait, franchement, j'ai jamais été, c'était l'occasion. Et pour l'instant, la pluie s'est arrêtée. Ouais, c'est grâce à moi. Donc, évidemment. Ou peut-être grâce à toi, le sudiste. Un lundi 17h, pas très beau, mais c'est beau. Et pourtant, tu vois, la mer, je la trouve plus belle quand c'est la tempête. Tu vas faire quoi d'ailleurs ? Tu disais tout à l'heure que tu regardes devant la mer, enfin tu vas souvent devant la mer pour réfléchir ou machin. C'est quoi, c'est des balades ou tu vas te poser à un endroit Je regarde l'horizon. En fait, c'est hyper vide, ce qui est contraire à ce qu'il y a dans mon cerveau. Et du coup, ça fait du bien de rien avoir devant soi quand tu as été habitué à vivre entre des bouts de parpaing, de béton, tout ça en ville. Tu es bien content de rien avoir devant toi et tu te sens un petit peu plus... tu respires, tu vois. Carrément. Puis c'est beau, la mer c'est beau. Et quand tu as été habitué à ça... Ah là, franchement, on n'est pas déçus en arrivant là. On peut pas être déçu. T'es déjà venu ici ? Mais non. Non. En fait, j'ai fait la fin à la Pointe Saint-Mathieu il y a pas longtemps. Et évidemment, celui-là, on peut pas le louper. Enfin, je veux dire, on le voit sur Insta à toutes les sauces. Ah, c'est clair, oui, c'est clair. Je m'étais dit un jour, j'irai là-bas. Tu vois, c'est pour les... Tu vois, la froideur de l'eau, tout ça, c'est quelque chose que tu retrouves pas... Tu vois, c'est les vagues qui s'éclatent. Franchement, c'est plus beau qu'une mer d'été. Hein. Enfin, exactement. Moi, en tout cas, merci pour le brushing. Hein. Non, mais là, les gens, putain, même moi, les gens, ils vont rien. Ils sont partis se battre avec. Ouais, exactement. Là, ils ont fait la guerre. Contre le vent. Ils ont fait la guerre juste contre le vent.
Ils ont évité la pluie à 30 secondes accessoirement. C'est clair. Mais ça te va de vivre là, du coup, avec la grisaille, tu vois, potentiellement Ah, je t'avoue que des fois, je pense à d'autres destinations. Ouais, à vivre Ouais. au soleil. Mais en fait, si tu veux, le seul compromis que j'ai trouvé, c'est de me dire, est-ce que je me dirais pas un jour, tiens, si j'allais vivre là pendant 1 an. Tu sais, Ok. t'as toujours ce truc où tu te dis, tu vas pas, c'est pas définitif, donc c'est plus facile d'enclencher les changements de cette manière. Mais c'est vrai que le manque de soleil ici, ça... Parce que tu vois, là, je bosse beaucoup. Donc j'ai envie de te dire qu'il y a du soleil ou qu'il n'y ait pas de soleil. Ouais. C'est presque mieux qu'il n'y en ait pas, parce qu'au moins... Tu regrettes pas de pas être dehors, Exactement, machin. ça te frustre Ouais. un peu moins. Mais t'as toujours ce truc de te dire que j'aurais pas ce rythme-là de vie tout le temps. Enfin, sinon, je vais finir par faire un burn-out, tu vois, c'est impossible. Je pense que j'ai déjà tâté le burn-out plein de fois, tu vois. Je pense en vrai, 4-5 fois, j'étais au bord. Ok. Et tu peux pas faire ça le jour où tu as des enfants, où tu t'aspires à un équilibre de vie un peu meilleur. J'ai du mal à caser du sport, tu vois, dans ma routine, Ok. à pouvoir manger un peu plus sainement, enfin du moins comme je mangeais avant. Donc du coup ça c'est quelque chose auquel j'aspire pour plus tard aussi. Tu peux pas juste travailler 100% de ton temps, c'est impossible. Ouais. Donc du coup, quand j'en serai arrivée à ce stade-là de mon développement pro, c'est vrai que je pense que le soleil, c'est un truc qui va me manquer. Enfin, Trop en tout bien. cas, je risque de faire des concessions. Tu as dit que tu te réinventais chaque jour qui passe. Ça fait beaucoup de réinventions à faire dans une année. Autant de réinventions, tu te réinventes comment alors? Et pourquoi? Tu vois, je me trouve des passions Ok. que j'avais pas avant. J'aurais jamais monté un resto. Non, mais alors, d'ailleurs, avant de répondre à tout ça, Ouais. d'ailleurs, pourquoi tu as monté? Alors, c'est d'abord, tu as commencé par une onglerie à Brest. En structure physique, oui. J'ai monté du coup l'atelier des ongles qui est un bar à ongles qui maintenant fait aussi beauté beauté du regard, tout ça. Ok. Donc ça c'est ma première structure physique, donc avec un pignon sur rue, avec des équipes salariées. Aujourd'hui j'ai une équipe de 10 personnes du coup à l'atelier des ongles et de 2 personnes à Ogun qui du coup est ma structure d'après, donc qui est un restaurant. Ça s'apparente à de la restauration rapide vietnamienne. L'idée c'était de faire une sorte de poké-bar mais vietnamien. Ok. Donc de bar à boboon, de bar à soupe. L'idée des ongles, en quelques mots, elle devient comment? Tu vois, de te lancer dans ce business-là? Fin 2018, voyage au Vietnam. Ouais. La nana se trompe, elle me met pas du vernis classique. Moi je connais que ça, tu vois. Elle me met pas du vernis classique, elle me met un autre vernis. Je passe ma vie dans la piscine parce qu'il fait chaud là-bas, tu vois, il fait 40 degrés dehors, donc je passe ma vie dans la piscine. Le vernis part pas, je me dis waouh, il est fou ce vernis qu'elle m'a mis, il vient d'où? Je me renseigne un peu, je vois que c'est du vernis semi-permanent et là je tombe dans un monde. Et je me dis mais attends, je vais m'acheter ça parce que c'est bien moins cher si je le fais moi-même. Évidemment, c'était très moche ce que je faisais, mais c'était moins cher. Et donc, du coup, j'étais étudiante, je vivais à Paris, du coup, à ce moment-là. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et à force de te le faire à toi, surtout à une époque où c'était pas la mode en France, c'était vachement démocratisé aux États-Unis et en Asie et dans certains pays de l'Est. Mais en France, alors ça existait, hein, mais pas du tout démocratisé. Enfin, quand tu regardes même dans ton entourage féminin, je pense qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui se font les ongles. Tu regardes au lycée, c'était pas du tout le cas, hein, alors, pas du tout. Aujourd'hui, moi, j'ai des clientes, des lycéennes, on a plein qui viennent nous demander des rendez-vous, quoi. Ok. C'est hallucinant. Et voilà, les modes changent, mais du coup, ça m'est venu comme ça. Et en fait, à un moment donné, si tu veux, j'ai des copines qui me disent ah, je te fais des super beaux trucs et tout. Est-ce que toi, moi, tu pourrais me faire à moi, je pourrais te donner un peu d'argent, ça me dérange pas et tout. Et en fait, tu commences à faire à une copine, à une autre copine, puis tu finis par la voisine de la tante, de la cousine, de la copine, de la maman, de tu sais plus qui, tu vois. Et là, tu te dis, bon, l'URSSAF va venir toquer à la porte, donc je vais déclarer une entreprise. Du coup, je faisais pas payer. Des fois, j'en avais certaines qui me laissaient un petit billet sous le porte-poignet, tu vois, mais je faisais pas payer parce que franchement, c'était pas ouf ce que je faisais. Mais par contre, tu vois, je montrais un peu ce que je faisais quand même comme design et tout, et je voyais que ça intéressait. Il y avait des personnes qui me demandaient des rendez-vous, et moi, je leur disais, bah non, moi, je prends pas de rendez-vous, tu vois, j'ai aucun institut, j'ai nulle part, tu vois, donc non. Et en fait, à un moment donné, en fait, si tu veux, je suis passée devant un local. Dans mon quartier, il y avait un local en fait qui était alloué, un local devant lequel j'étais jamais passée. Mais alors un hasard total, je me promenais avec une copine, on passe devant, j'avais jamais vu ce local-là. Je me dis que
c'est un signe, c'est juste à côté de chez moi, la surface elle est parfaite, j'appelle, ils me disent qu'il n'y a pas de frais d'honoraires, que le loyer il est super modéré. Je me dis attends, c'est vraiment un signe, donc je monte du coup mon premier institut. Trop bien. Et en fait, ça prend vite parce que du coup, je monte ça en septembre 2023. Donc, du coup, je fais moi-même les travaux en août 2023. Je me donne 2 semaines pour faire les travaux. Il est très petit local, tu vois, il fait une trentaine de mètres carrés. Okay. Et là, je commence à me dire, mais attends, en fait, j'ai pas d'argent pour monter ce local-là, tu vois. Je peux pas prendre un artisan, j'ai fait faire des devis, j'ai vu combien ça coûtait. Je me dis, non, c'est pas possible, je peux pas. Donc, YouTube est mon ami, donc j'apprends à faire de la rénovation. Et en fait, je me dis, c'est trop bien de faire de la réno parce que tu fais vraiment ton projet de A à Z, quoi. Tu es là, tu bricoles ton truc. Et donc, je commence à faire un petit peu de réno, donc en train de taper tuto cloison, tu vois, sur tuto placo sur YouTube. Donc, je suis un mec qui m'explique comment faire du placo. Ma parole, elle est pas très droite, mais bon, ça le fait. Et donc, c'est la première boîte que j'ai aujourd'hui. Comment ça m'est venu l'idée de l'entreprise de Boone, du coup, c'est ça que tu... La suite, du coup, en effet, on passe d'ongles à resto, c'est quand même pas tout à fait pareil. En fait, si tu veux, entre-temps, il y a quand même eu un autre institut parce que septembre 2023, je monte le premier institut qui est tout petit et du coup, en fait, je me lance dans un deuxième local alors que ça fait même pas un an qu'on existe, tu vois. Un deuxième local qui est bien plus grand parce que du coup, il est sur 2 plateaux de 300 mètres carrés, donc il est vraiment beaucoup plus big. Et du coup, rebelote, là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dépense de l'argent dans les travaux? Est-ce que je fais les travaux toute seule? Et en fait, je me suis dit, mais je vais faire des vlogs. Je vais faire des vlogs de travaux. je vais faire mes petits travaux toute seule, comme une grande. Même si je sais pas, je vais apprendre. Et donc, t'en arrives où aujourd'hui, là, avec ce local? Ça ressemble à quoi concrètement? Il y a combien, tu vois, d'employés Là, du coup, j'ai une équipe de 10 personnes qui travaillent là-bas, que des filles. Que des filles. J'ouvre du coup la V2 de l'atelier en juillet 2024. Donc là, tu vois, ça fait un peu plus d'1 an. On a la deuxième structure et du coup, voilà, je crois que t'as compris mon cheminement. Je m'ennuie vite, donc je recommence à m'ennuyer. En fait, mon équipe elle est au complet parce que du coup là, les filles sont on est 10 quoi. Donc du coup je me dis parce que j'ai fait 10 postes de travail, donc du coup on est à peu près au complet. Du coup moi j'avais toujours cette idée là de resto pour lequel j'étais partie voir François à la base de l'agent immobilier pour les locaux. Et en fait je me dis j'ai envie de monter et le local est tellement grand qu'en fait je me dis mais pourquoi est-ce que je monterais pas mon resto dans le même local? Au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, ouais. Et en fait si tu veux, quand j'ai récupéré le local il y a une cuisine pro. Déjà installé. Et alors il y avait pas le mobilier tout ça, mais il y avait l'extracteur d'air, il y avait c'était fermé, en fait c'est une verrière, c'est marrant parce que c'est sous le ciel, donc tu vois le ciel en fait, c'est super sympa, c'est très très bien fait, t'as l'impression que c'est une sorte de jardin d'hiver. Et du coup j'étais partie pour en faire une sorte de salle de bien-être ou quoi, et puis après je t'avoue que les plaques en inox sur les murs, je me suis dit que peut-être que quelque chose d'autre m'attendait, donc du coup j'en ai profité, donc je me dis d'une pierre deux coups, je peux faire au même endroit, être sur le même site pour travailler partout à la fois et en même temps monter mon projet en limitant les risques, puisque du coup en limitant les coûts aussi forcément, et donc pourquoi pas. Donc en fait en avril de cette année, en avril 2025, je monte au Boone. Un week-end, je me mets à faire des travaux, donc je fais un mur en plein milieu de l'atelier, je coupe l'atelier en deux. Les clients, quand elles arrivent le week-end d'après, elles savent plus où aller parce que c'est l'ancienne salle d'attente. Et en fait, je me suis découpé 40 mètres carrés de shop, plus le labo qui du coup est au fond de l'institut. Enfin, au fond du local, on va dire. Et du coup, voilà, donc je teste. En fait, c'est une phase test. En fait, si tu veux, je teste jusqu'à la fin de l'année, voir ce que ça donne. J'ai déjà ma réponse. Je vais continuer. Ça marche très bien. Trop cool. Ça marche très bien. Il y a d'autres évolutions qui vont arriver l'année prochaine. Je pense à un food truck, tu vois, par exemple. Pour pouvoir se déplacer et en fait, tu vois, se faire connaître, tout ça. Et on a la demande aussi dans certains secteurs en particulier de Brest où moi, ça me permettrait aussi de tâter en fait, le terrain, de voir si potentiellement il y a de quoi peut-être créer plus. Mais en tout cas, c'est une idée qui me taraude l'esprit. Ok, trop bien. Tu dis que tu es fatigué quand même. Tu l'as dit, tu as pris 2 week-ends de repos depuis le début de l'année?
On est au mois de Ouais. novembre. Alors, je sais ce que je pensais, mais tu vois, du coup, j'ai revérifié et c'est bien le seul week-end que je viens d'avoir. Ah, c'est le seul. Ok, bon bah c'est encore mieux. À quel point tu sacrifies toute ta vie perso, du coup, j'ai envie de dire. Ouais. Et ça te dérange pas? Comment tu vis? Et quelle est la limite de cette période-là de fort travail? Bonne question. Je crois pas que ça me dérange. Ok. En fait ça m'apporte tellement d'accomplissement, ce que je fais professionnellement, de me dire que je suis une personne jeune. Déjà, quand on est jeune, c'est un accomplissement en soi de pouvoir faire autant de choses, Mm. d'être une femme. J'allais dire d'être issue d'une minorité, mais j'ai pas particulièrement souffert du fait d'être issue d'une ethnie non blanche. Tu vois. Ok. Donc en vrai, je veux pas forcément l'inclure dedans, mais peut-être que d'une manière ou d'une autre, ça participe aussi. Mais je me sens très accomplie. Je suis très fière. Tu vois, quand tu m'as demandé de quoi est-ce que j'étais le plus fière, c'est clairement ce dont je suis le plus fière. Dire à 27 ans, je suis chef d'entreprise, j'ai une douzaine de personnes qui travaillent avec moi. Voilà, c'est quelque chose qui me rend très fière. Donc disons que tout ça, ça fait que j'ai pas de mal à faire des sacrifices à côté. Et puis parce que toute chose doit arriver à un temps. J'ai voyagé quand je devais voyager, j'ai fait la fête quand je devais faire la fête, j'ai profité de mes amis quand j'ai dû profiter de mes amis. Je veux pas avoir d'enfant tout de suite. Donc en fait, moi, ce que j'ai là actuellement, c'est ma vie pro. Puis aussi parce que j'ai un chéri qui respecte vachement ça, qui lui aussi a des passions qui lui prennent du temps, même si on arrive toujours, tu vois, à réussir à trouver un équilibre là-dedans. Mais l'entourage, ça fait beaucoup. J'ai une famille qui me pousse toujours. Personne m'a jamais dit mais là c'est trop, il faut que tu te freines, attention, ou là oh là là, ça j'aurais pas fait comme ci, j'aurais pas fait comme ça. Enfin, tu vois, personne me met la pression. Mais pour autant, est-ce qu'il y a une limite au rythme que tu tiens actuellement ou pas? Ou est-ce que c'est pas ton intention? Tu te dis, je m'en fous, moi ça me plaît, tu vois, j'y vais. Ou est-ce que là, tu vois que ça fatigue ou machin et que tu as aussi peut-être ce besoin d'équilibre à trouver? Ben, les deux. En fait, si tu veux, j'ai une limite à partir du moment où je me suis lassée de la chose qui me prend du temps. Mais quand je suis dans l'euphorie, tu sais, un peu comme une relation finalement, hein. Au début, tu es dans l'euphorie, tu comptes même pas, et puis après, tu commences à faire des concessions, tu vois. C'est un peu la même chose. À chaque fois que j'ai quelque chose qui date d'il y a un moment, je commence à me dire, bon, faut que je ralentisse, équilibre personnel, je me fais trop passer après le reste. Mais d'un autre côté, quand j'ai des nouveaux projets, tu vois, par exemple, là, je viens de lancer ma chaîne YouTube où je parle du coup de mes travaux. Je ne compte pas mes heures, tu vois. Je suis là en train de faire du montage jusqu'à 4h du matin, alors que je sais que je commence à 7h, tu vois. Mais je fais du montage et parce que j'adore ça. Très brièvement, d'ailleurs, pourquoi tu décides de te lancer sur les réseaux sociaux? Enfin, te lancer, entre guillemets, t'as un compte et tout, mais de faire des vlogs, il y a une petite marche entre les deux, entre faire des posts et faire des vlogs. Ça te prend du temps, c'est une vraie vidéo YouTube, tu vois, il y a un vrai truc. Pourquoi? En fait, si tu veux, j'aime bien optimiser. C'est mon côté entrepreneur. J'ai tourné des vlogs de travaux en me disant que, en fait, si tu veux, en faisant les travaux, je me dis, si je ne filme pas maintenant, je pourrais pas reconstituer. C'est sûr. Je vais filmer et on verra si j'en fais quelque chose. Mais bon, comme il y a une opportunité, je peux pas la laisser passer, de ne rien en faire. Ça m'aurait frustré honnêtement, de jeter ou de les laisser dans un coin. Ça aurait servi à rien. C'est dommage. Et aussi parce que j'ai toujours voulu, en fait, ma chaîne YouTube, elle existe depuis 2011, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai toujours voulu mettre des vidéos dessus, mais prise par le regard, tu vois, des autres, peur de faire quelque chose qui plaît pas, où on parle trop. J'étais beaucoup trop intéressée par ce que les gens pensaient de ce que je pouvais faire à l'époque. Aujourd'hui, je me dis, je suis tellement dans ma bulle que, en fait, je m'en fiche. Je t'avoue, je regarde même pas si j'ai des vues ou si j'ai pas de vues. Franchement, ma vidéo est programmée et puis elle sort. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas pour l'instant de vues justement d'entreprendre aussi dans le secteur de la création de contenu. Tu vois, c'est quelque chose que je fais beaucoup pour moi. C'est juste pour stimuler En fait, j'ai un manque de créativité dans ce que je fais malgré le fait que ça reste l'entrepreneuriat, ça reste quand même quelque chose d'un petit peu créatif. Il n'y a pas le côté un peu artistique, tout ça. Et le fait
de partager aussi ma vie. J'aimerais, tu vois, aussi être cette personne qui m'a inspirée des années en avant et qui m'a fait me dire qu'en fait, c'était pas si compliqué d'être entrepreneur et que j'avais rien à y perdre. Au mieux, j'y arrive. Au pire, j'y arrive pas, tu vois. Et c'est tout. Et inspirer les autres, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. J'ai des demandes de conférences aussi pour tenir des conférences. J'en tiens de temps en temps. J'enseigne maintenant en études supérieures parce qu'on m'a proposé des cours à enseigner. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une sorte de suite logique, d'une manière générale, de parler de mon quotidien, de montrer un peu comme toi tu fais avec tes podcasts, tu vois, ce que ça peut être tel ou tel métier. Moi, c'est l'entrepreneuriat. Trop bien. Un sujet rapide avant de passer sur la fin, mais tu en as un peu parlé, la place des femmes dans l'entrepreneuriat. Enfin, la place des femmes, c'est pas une place, mais tu auras compris là où je veux en venir. Est-ce que c'est plus difficile quand on est une femme d'entreprendre alors, vis-à-vis, tu vois, du regard des autres, du jugement, je sais pas, tu vois, du comportement des autres? Est-ce que c'est un frein? Dans mon cas, ça l'a pas beaucoup été, mais parce que comme je te l'ai dit, je suis très individualiste, tu vois, j'aime bien me travailler toute seule, en fait, pas forcément travailler en groupe. J'aime bien ne pas demander de crédit ou de pas avoir à dépendre de qui que ce soit. Donc c'est forcément plus facile quand on est toute seule. Parce qu'à la limite, tu ouvres tes oreilles ou tu les ouvres pas, tu vois, et ce que tu entends de ce qu'on dit, c'est toi qui le choisis. Moi, c'est un peu la manière dont je vis actuellement. Mais évidemment, ça m'est déjà arrivé d'avoir été confrontée à des personnes qui, parce que je suis une femme, te prennent de haut, te mettent une main sur l'épaule, se permettent de te tutoyer, ne te prennent pas au sérieux. Ah oui, ok. Donc, en fait, ça dépend à quel point tu dépends des autres. Alors, il y a des fois, tu peux rien y faire. Demain, tu veux monter une boîte, il te faut 200 000 euros. T'as pas d'autre choix que d'aller à la banque. Hein. Là, pour le coup, sauf si tu connais quelqu'un qui pourrait bon business angel. Exactement, qui pourrait te prêter 200K, ça va être compliqué. C'est aussi pour ça que j'aime bien travailler toute seule. Tu vois, quand tu dépends trop des autres, il y a aussi toute cette contrainte-là. Et même, d'une manière générale, le fait d'être jeune, quand t'as moins de 40 ans, c'est compliqué aussi de t'imposer, de pas te laisser marcher dessus. C'est compliqué parce que les femmes, elles représentent pas tant que ça, tu vois, d'entrepreneurs. Il me semble qu'en Bretagne, on est à 33%, je crois, de femmes qui sont chefs d'entreprise. Enfin, de chefs d'entreprise qui sont femmes, plutôt dans ce sens-là. Je pensais que c'était moins. Très sincèrement, je pensais vraiment que c'était moins. Après, qu'est-ce qu'ils prennent dans cette étude? Est-ce qu'ils prennent pas aussi les personnes qui sont juste à leur compte? Ah oui. Donc, c'est vrai que quand tu regardes, ne serait-ce que dans, tu vois, tous les marchés qu'on a, enfin tous les commerces qu'on a sur le côté, tu rentres dedans, en règle générale, très peu de fois, c'est un patron. Enfin, très peu de fois, c'est pas une patronne, c'est plutôt un patron. Donc, après, c'est à force, tu vois, c'est parce que je suis chef d'entreprise, que peut-être d'autres personnes seront chefs d'entreprise. Grâce à d'autres personnes. Exactement, donc, c'est l'inspiration. Exactement. Tout à fait, tout à fait. Donc ça tient à cœur aussi, ce sujet-là. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que tu fais des conférences peut-être aussi, tu parles aux jeunes en école. J'en parle du coup, de la place de la femme d'une manière générale dans l'entrepreneuriat. C'est important aussi, même en s'adressant à des hommes, de banaliser un peu, tu vois, de vulgariser un peu le fait que c'est normal. Après, tu vois, on est d'une génération où on fait quand même un petit peu plus attention, je pense, à l'égalité entre nous. Alors après, chacun sa mentalité, mais je sais que des personnes, tu vois, que je côtoie, puis il n'y a pas trop de questions, quoi, franchement. Même moi, tu vois, j'ai déjà eu des équipes masculines et franchement, j'ai jamais eu à souffrir du fait de me sentir un peu moins illégitime du fait que j'étais une femme, mais parce que je travaillais pas dans des métiers à dominante masculine aussi, tu vois. Donc forcément, mes domaines sont peut-être déjà un peu plus mixtes, donc c'est déjà un peu plus facile de travailler pour moi. Demain, je pense que si je monte une entreprise dans le BTP ou dans je ne sais quelle entreprise qui est à ma grande majorité masculine, je pense que ce serait plus compliqué de se faire une place. Ok. Comment tu te sens dans le monde qui t'entoure aujourd'hui, en 2025? Seule, mais c'est pas quelque chose de triste. Seule? Ouais, seule, je me sens... Tu disais que t'avais un copain, t'avais une famille qui t'entourait? Ouais, seule dans le sens où... pas parce que je suis pas entourée, mais parce que je fais un métier qui est pas si commun.
Je fais des choses qui sont pas si communes. Donc en fait, pour se faire comprendre d'autres personnes, c'est pas si... tu vois, rarement je trouve un groupe de parole, tu vois, on va dire, ouais, tiens, on va parler de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous avez fait de la cuisine ce matin, moi aussi. Puis après, je suis partie faire de la compta. Puis après, je suis partie faire... Non, c'est pas... Enfin, donc je me sens seule. Mais en fait, c'est seule dans le sens... c'est un peu... c'est dans le sens un peu l'unicité, tu vois, le fait d'être un peu... D'avoir un mode de vie un peu unique. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là. C'est pas dans le sens péjoratif. Mais tu vois, j'ai pas les mêmes aspirations. Même, je regarde par rapport à mes copines et mes copains, tu vois. En général, on n'a pas les mêmes aspirations. Chacun a des rêves un peu différents. Même entre eux, ils ont des rêves différents. Mais moi, c'est vrai que du coup, j'ai des rêves pas du tout. Tu vois, je rêve de food truck, tu vois, par exemple. Donc non, là, j'ai un gros projet l'année prochaine. Qui devrait se mettre en place et c'est marrant parce que tu vois quand on parle de nos projets je te rends compte que je suis pas l'impression que je suis un extraterrestre, enfin moi j'ai l'impression que je suis un extraterrestre quoi. Ok, trop cool. Avant de passer à la dernière séquence du podcast, qui sera assez rapide, j'ai une question que je pose toujours, ça concerne l'argent. On en a parlé pendant la pause photo d'ailleurs. Je demande jamais aux gens de révéler les chiffres qu'ils n'ont pas envie de révéler, ok. Alors j'ai 3 questions en une, du coup, est-ce que tu peux nous dire globalement, quand on entreprend, quand on devient entrepreneur, à combien on peut s'attendre en salaire? La deuxième question, c'est toi, si tu veux donner combien tu touches actuellement. Et la troisième, ça peut être aussi concernant tes entreprises, tu vois, quel CA elles génèrent par exemple, ou des trucs comme ça. Voilà. Libre à toi de répondre à ce que tu veux. Alors, déjà, moi, je distingue 2 types d'entrepreneurs. Et pour moi, il y a les personnes qui sont... C'est pas pour moi, d'ailleurs, c'est une définition. Les personnes qui sont entrepreneurs et donc des chefs d'entreprise qui ont monté des structures, tout ça, et des personnes qui sont à leur compte, donc en auto-entreprise. Exactement. Ou en entreprise individuelle. Mais déjà, c'est 2 choses différentes parce qu'en règle générale, quand on est en statut, donc quand on est auto-entrepreneur, tout l'argent qu'on gagne vient dans notre poche. Pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, j'ai des entreprises, donc du coup, c'est mes entreprises qui sont des personnes à part entière. Donc elles sont des personnes, pas comme toi et moi, des personnes physiques, mais des personnes morales. Donc c'est juste que c'est des personnes à part entière, mais elles n'ont pas de bras et de jambes, c'est tout. Mais chaque entreprise est une personne à part entière qui génère de l'argent. Et après, en fait, moi, je décide une rémunération que je me verse parmi ce qu'on a fait comme bénéfice. Je me verse quasiment... Franchement, je me verse pas grand-chose par rapport à ce que moi, par rapport à ce qu'on génère. Dans le sens où je suis pas dépensière, donc j'ai pas besoin d'énormément. Moi, pour donner des chiffres, je vis avec 1 800 € quoi. Je suis pas, alors c'est un chiffre, c'est moi je me verse ça parce que je suis pas très dépensière, que je mets même de côté franchement par mois. C'est surtout parce que, souvent même je gagne moins parce que du coup comme je réinvestis dans d'autres entreprises, il y a des fois où je dois prêter de l'argent à mes entreprises. Donc tu vois, quand c'est les premiers mois d'une entreprise, moi ça m'arrive régulièrement sur mon salaire de prendre 500 €, voire plus, tous les mois pour en fait faire vivre mon entreprise. Donc une entreprise au début ça coûte de l'argent plus que ça n'en génère. Après tu as une période quand même, donc tu as une période de déficit, tu as une période où tu stabilises un peu ton entreprise et tu as une période où tu génères vraiment du bénéfice. Moi mes entreprises sont assez jeunes, donc je te dirais que oui ça va, tu vois, on va bien, mais je fais attention, tu vois, je reste prudente, je préfère réinvestir continuellement. Aujourd'hui, il y a plein de manières de réinvestir l'argent. Pourquoi je dis ça? C'est parce que du coup, moi, je sors très peu d'argent de l'entreprise. En fait, je sors de l'argent à même hauteur que si j'étais une salariée en fait. Mais par contre, l'argent, plutôt que de me le sortir et de me le mettre dans ma poche parce que je suis pas dépensière, donc je vais pas aller m'acheter une Porsche, ou il y a des personnes, c'est leur truc, moi c'est pas mon truc. Je préfère réinvestir dans d'autres boîtes. Donc en fait, avec cet argent-là, moi je viens jouer avec cet argent-là et je réinvestis dans d'autres choses. C'est des principes de holding, c'est des principes très intéressants, mais en fait, disons que quand on veut entreprendre, c'est des trucs qui sont pas forcément évidents et qui peuvent être très très... Faut aller voir des avocats, faut aller voir des spécialistes. En fait, t'as des avocats fiscalistes qui font des montages fiscaux de sorte à pouvoir optimiser et pouvoir te faire perdre le moins d'argent possible et puis te donner les bonnes clés pour prendre les bonnes décisions. Bien sûr. Mais dans l'idée, on peut réinvestir l'argent directement depuis la boîte. Ça coûte très cher de sortir de l'argent, au final le réinvestir quelque part. Je vais y perdre peut-être 2 à 3 fois la somme finale que j'aurai dans ma main. Ça sert à rien. Donc moi je réinvestis. Et donc je fais tourner tout ça quoi. Trop bien. J'ai 5 dernières questions à te poser. Enfin, j'en ai 4. Il y en a une que tu vas poser dans le vide. Tu vas comprendre pourquoi. Enfin, même si tu as un bout de réponse, je suppose.
Tu te conseillerais quoi si tu te croisais il y a quelques années, Léna, 18 ans, 20 ans par exemple? 15, 18, 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Fais-toi confiance. Fais-toi confiance, ça va arriver d'une manière ou d'une autre. Je crois que je suis quand même quelqu'un qui a relativement beaucoup de chance. J'ai une bonne étoile au-dessus de la tête. Donc, ça va arriver. Parce que tu vois, il y a eu quand même une période de doute, tu vois, quand j'étais pas de même majorité. Donc, ça aurait fait du bien d'entendre ça. Tu conseillerais quoi à quelqu'un qui est perdu, qui sait pas trop où aller, qui est dans le doute? Lis, Lis, lecture. développement personnel. C'est important. Se connaître soi, c'est la clé de tout. C'est la clé de tout. J'aime bien le dev perso quand même. J'aime bien tu vois, l'idée d'avoir un bon mindset, de se recentrer sur des choses un peu plus. Je trouve ça important. Par exemple, enfin, à titre personnel, je bois pas, je fume pas, je sors pas. Bon, déjà par manque de temps, mais en plus de ça, parce que avoir une mens sano, une corpore sana, oh, c'est quelque chose comme ça, tu vois. Mais c'est important, un esprit sain dans un corps sain, tu vois, c'est important. Et à partir de là, quand tu crées des bases saines, quand tu fais des introspections, que tu fais un peu, tu vois, que tu deviens un peu spirituel, tout ça, je trouve que c'est intéressant parce que se connaître soi, c'est un très bon démarrage pour ne plus être perdu. Ok, trop bien. Je rajoute une petite question, mais si quelqu'un veut entreprendre, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Fonce. 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 Franchement, il n'y a pas de. Oh, alors là, les formations pour être entrepreneur ou je sais pas quoi. Fonce. Franchement, on, c'est vrai qu'on ne naît pas entrepreneur, mais après, il y a quand même des caractères. Et je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et d'ailleurs, c'est pas élitiste d'être entrepreneur. Il faut arrêter de penser que c'est le Saint Graal et que Ouais, on non. finit riche. Il y a plein de personnes qui finissent riches. Hein. Ce serait mentir que de dire qu'il n'y a pas plein de personnes qui se font beaucoup d'argent. Hein. Ouais. Mais s'il faut, Tu peux aussi tout perdre. pour toi, tu peux aussi tout perdre. Oui, Ah bah ça c'est clair qu'il faut en parler. Ouais. Ouais. Ça c'est clair. Bah, tu vois, comme je parlais du fait que les entreprises au début coûtent de l'argent. Faut être prêt aussi à sacrifier tout ça. Faut être prêt à se dire, est-ce que là je suis prêt, j'investis 10 000 euros, est-ce que je suis prêt à les perdre 10 000 euros? Parce que je peux les perdre, hein, clairement. Hein. Mais il faut foncer, faut essayer. De toute façon, du moment que tu essaies pas, tu sais, les bébés, quand ils ont besoin d'apprendre à marcher, ils sont pas en train de lire des livres, des bouquins sur des formations sur comment marcher de la meilleure manière possible, où poser son pied. Non, ils marchent, ils se cassent la binette, puis ils remarchent. Bah, c'est la même chose. Trop bien. Pour toi, c'est quoi la suite? Il y a des nouveaux projets. Alors actuellement, du coup, tu as 2 entreprises, une onglerie, un restaurant à Brest. C'est quoi la suite de ces projets? D'autres projets autour de... Alors, tu as cela. Est-ce que tu vas en rajouter? Est-ce que tu vas développer cela? Comment tu vois? L'atelier, je vais le stabiliser. Au bout, l'idée, c'est de le développer parce que ça me tient vraiment à cœur de démocratiser, de vulgariser un petit peu la nourriture vietnamienne particulièrement. Je sais qu'on peut faire des amalgames avec la nourriture chinoise, la nourriture jap, la nourriture coréenne, etc. Mais là, moi, c'est vraiment la nourriture, ou même la nourriture thaï, c'est même vraiment la nourriture vietnamienne que j'aimerais un petit peu plus démocratiser dans ma ville. Donc du coup, me développer. On parlait du projet du food truck tout à l'heure. L'année prochaine, du coup, j'ai un projet à venir qui n'a rien à voir avec, avec le reste, mais que j'ai voulu, que je veux monter depuis un moment. Enfin, dans lequel, en fait, j'aimerais travailler depuis un moment, mais je savais pas trop où me positionner. Là, je pense avoir trouvé, mais pareil, j'ai une tendance à pas forcément trop en parler pour pas me porter l'œil, parce que je suis un peu superstitieuse sur les bords. Non, puis continuer à développer les vlogs. Là, je me suis donné comme objectif pendant 1 an de publier une vidéo par semaine sur YouTube pour parler un peu voilà, de ma vie de chef d'entreprise, de ma vie d'entrepreneur en tout cas, de mes petits travaux, de mes petits projets. Des vidéos un peu plus style avec des FAQ, tout ça. Donc, je vais essayer pendant 1 an de tenir mon rythme. Ce serait pas mal. Trop bien. Et puis voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour, je crois, des projets. Trop bien. Eh ben, j'ai une question pour toi. Ouais. Et après, tu auras une question à poser. Mais d'abord, la question, c'est la question d'Alvan Alexis, qui est le dernier invité du podcast. La question qu'il a posée à l'invité sans savoir qui était cet invité. Il avait su. As-tu passé plus de temps à aimer qu'à critiquer? Alors lui, il y a toujours des, il y a toujours des questions philosophiques. As-tu passé plus de temps à aimer
T'as critiqué? Ouais. Ah, c'est vraiment une question de lui. Franchement, tu m'aurais pas dit. Vous réglerez vos comptes. Hein, ouais. Non, non, pas du. Enfin, oui, je sais plus ce que c'était le début, mais j'ai passé plus de temps à aimer qu'à critiquer. J'ai pas la critique facile. En fait, le truc, c'est que, comme je te disais, je lève le menton très peu de fois. Okay. Donc, je regarde pas trop ce qui se fait aux alentours. D'ailleurs, tu vois, j'en ai parlé il y a pas très longtemps sur Insta. Parce que du coup, je fais pas forcément, en tout cas, je faisais pas forcément trop de posts ni rien, mais les stories, c'est un truc que j'aime bien faire, tu vois, parce que je trouve ça vachement spontané. Ouais. Et t'as moins peur du regard des gens, parce que comme c'est quelque chose d'éphémère, tu te dis que de toute façon, si tu dis une bêtise, ça partira. Donc, c'est pas comme un post où maintenant, t'as l'impression que les gens vont te juger en te disant bah voilà, elle veut se lancer sur les réseaux, alors que non, tu veux juste parler de ta vie, et puis si les gens aiment bien, tant mieux, si c'est pas, tant pis. Mais j'en ai parlé en story il y a pas longtemps, et je faisais une réflexion, et je disais que je comprends pas les personnes qui montent des business, enfin qui montent en tout cas une stratégie de communication de business sur le fait en critiquant leurs confrères ou leurs consoeurs. C'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Comment est-ce qu'on peut vendre son propre produit au détriment du produit de quelqu'un d'autre? Enfin, pour moi, ma théorie là-dessus, c'est que on a assez de temps. En fait, c'est quand on marche pas assez bien, qu'on a assez de temps pour se lever la tête sur ce que les autres font et avoir du temps pour en plus le critiquer. Et tu vois, pour te dire, c'était une publication sur laquelle j'étais tombée qui était sponsorisée, et je suis tombée au moins 5 fois dessus en story, tu vois. Et la personne, elle a de l'argent pour mettre, tu vois, pour aller sponsoriser une publication dans laquelle elle critique des confrères. Et c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre, parce que moi, je le fais pas. Et tu vois, il y avait plein d'entrepreneurs qui me disaient que eux non plus ne comprenaient pas. Donc non, à la question, je dirais que j'ai passé plus de temps à aimer qu'à critiquer. Magnifique. Et on en arrive donc à la dernière la dernière question de ce podcast que je te pose. C'est que je vais tourner un épisode 13. Je ne sais pas quand, mais je vais en tourner un. Et donc, il faut que tu adresses une question à la personne qui sera mon prochain invité. Dieu merci, le 13 n'était pas pour moi. C'est vrai, non. Je dirais, où est-ce que tu te vois dans 5 ans et où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Et si tu peux même me demander où est-ce que tu te vois dans 1 an, 5 ans et 10 ans, ça m'intéresse. Parce que souvent, les réponses ne sont pas les mêmes. Enfin, je pense que les réponses ne sont pas les mêmes. Trop bien. J'ai jamais quelqu'un qui m'a trouvé une question aussi rapidement. Moi, je garde toujours 5 minutes de marche pour te dire. J'ai rallongé le parcours un tout petit peu. Parce que je garde toujours 5 minutes de marche, parce que les gens me disent Alexis, j'ai pas d'idée, il faut que je réfléchisse. Je fais OK, pas de problème. J'ai anticipé. Là, j'ai anticipé, mais c'était droit au but. Et parfait. Et on est arrivé au bout de cet épisode 12. J'espère qu'il aura plu, mais évidemment, comme les autres. Et moi, ce que je dis au revoir, moi, ce que je dis pour dire au revoir, c'est ciao aux gens. C'est ciao. Et ciao alors. Ciao alors. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast En pleine trajectoire. N'hésite pas à t'abonner au compte Instagram, à la chaîne YouTube ou encore sur nos comptes Spotify, Deezer et toutes les plateformes d'écoute. Tu peux également mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute si le podcast te plaît. À bientôt pour un nouvel épisode d'En pleine trajectoire.